C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. C'est qu'il reste encore beaucoup. Voilà, fin de la conférence de Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Pas de questions des journalistes, mais en tout cas, la diplomatie est en marche. On pourrait presque dire l'histoire est en marche ce soir à Washington après cette conférence qualifiée d'historique par Donald Trump. Donald Trump qui s'est beaucoup étendu sur ses accomplissements, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dites à Washington ce soir. On va en parler avec tous nos invités sur notre plateau. Évidemment, édition spéciale ce soir sur France Info, sur ce plan de paix proposé par le président américain et le Premier ministre israélien. Pour en parler, Rina Bassiste, bonsoir. Vous êtes correspondante pour la radio israélienne Cannes et rédactrice au journal américain Al Monitor. Vous êtes aussi une ancienne diplomate israélienne. Lise Vogel, bonsoir. Vous êtes l'une de nos reporters. Vous rentrez tout juste de Palestine et d'Israël. Vous connaissez très bien la région. Vous allez nous éclairer. Jean-Guy Watteau, bonsoir, coordinateur des actions de Médecins sans frontières en Palestine. Vous étiez à Gaza tout l'été. Vous êtes en poste à Jérusalem. Vous connaissez donc évidemment très bien la situation. Et puis on retrouve Adel Bakawan avec plaisir, directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alors, Rina Bassiste, je vous ai vu prendre des notes durant toute la déclaration de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Déjà, première impression, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Bon, déjà, on dit que c'est historique. Est-ce que là, on ouvre une soirée historique quand même ? Maintenant, il faut voir que Hamas accepte cet accord pour que ça soit vraiment historique, parce que sinon, ça reste de très jolies déclarations et pas beaucoup après. Mais on voit déjà que Benjamin Netanyahou, il prépare les jours d'après, le demain. Qu'est-ce qu'il dit, Benjamin Netanyahou ? Il dit, en fait, il parle aux Israéliens. Il parle aussi à sa coalition, son cabinet, les ministres d'extrême droite qui sont contre, bien sûr, cet accord. Et il dit la chose suivante. Il dit, cet accord nous offre les 5 buts que j'ai mis sur la table. Quels sont les 5 buts ? D'abord, le relâchement immédiat de tous les otages. Après, des périmètres sécuritaires, donc des garanties de sécurité de la part des Américains, et avec aussi ce comité qui va voir tout ce que le président Trump a détaillé. Et la démilitarisation de la bande de Gaza, bien sûr, un élément super important pour le Premier ministre israélien, et la gouvernance de la bande de Gaza. Là, il y a 2 choses. Benjamin Netanyahou, dès le début, il dit pas Hamas, une chose, pas autorité palestinienne, deuxième chose. Or, on voit ici un gouvernement technocrate pour un certain temps qui ne sera pas exactement l'autorité palestinienne, même si on peut s'imaginer qu'il y aura des représentants de l'autorité palestinienne, mais l'accord est composé d'une telle façon qu'il pourrait justement dire à sa coalition, à son camp politique, regardez, j'ai promis pas d'autorité palestinienne, il n'y a pas l'autorité palestinienne. J'ai promis pas Hamas, il n'y aura pas Hamas. J'ai promis qu'on va vaincre le Hamas, on va les vaincre, regardez tous les périmètres de sécurité. Et la plus importante, et là il parle tous les Israéliens, le relâchement dans 72 heures de tous les otages vivants et des morts, donc le rapatriement des corps. Vous pouvez imaginer quelle photo ça va faire en Israël, quelle émotion ça va générer partout, parce que même ce soir, il y a des démonstrations partout en face de la représentation à Tel Aviv, de l'ambassade américaine à Jérusalem, et en face de son propre résidence. Appelant, suppliant Netanyahou à accepter l'accord. Donc là, si vraiment Hamas l'accepte, il y aura un soulagement qui va dépasser tout clivage politique en Israël. Et d'ailleurs, le Forum des familles d'otages ce soir remercie Donald Trump. 21h12, 21h13 à l'instant. Vous nous rejoignez sur France Info. Soirée spéciale sur cette déclaration de Benjamin Netanyahou et de Donald Trump pour un plan de paix à Gaza. Tout de suite, on retourne voir en quelques secondes ce qu'a dit le président Donald Trump et on en débat juste après sur notre plateau. Nous sommes très proches. Et je veux remercier Bibi pour avoir fait le travail. Nous avons bien travaillé ensemble. Nous allons travailler avec la nouvelle autorité de transition à Gaza. Toutes les parties seront d'accord sur un calendrier pour que les forces israéliennes se retirent.
cela se fera par étapes. Il n'y aura plus de tirs, nous l'espérons. S'il n'y arrive pas, eh bien, Israël aura le droit absolu et aura le soutien des États-Unis. Israël aura mon soutien pour finir le travail visant à détruire la menace posée par le Hamas. Adel Bakawan, et puis après, évidemment, on fera le tour de tous nos invités, mais Adel Bakawan, est-ce que ce soir, c'est historique, ce qui a été dit à Washington? Pour l'instant, ce ne sont que des mots. Mais est-ce que quand même, il y a un nouveau souffle? Écoutez, vous me connaissez désormais, par définition, je suis toujours ou souvent pessimiste. Mais là, ce soir, c'est un moment, il faut le dire, historique. Imaginez, vous êtes le père d'un otage, la mère d'un otage. Imaginez, vous habitez à Gaza et chaque minute, vous attendez qu'une bombe tombe sur vous et que vous perdez la totalité de votre famille. Des deux côtés, c'est un moment historique. Et ensuite, historique, pourquoi? Parce que le président de la première puissance au monde, personnellement, s'engage, et le président de cette commission qui gère cette transition. C'est une caution énorme, on ne l'a jamais vu cela. Et après, vous avez tous les pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, etc., etc. Ils s'engagent. Mais au-delà des pays arabes, vous avez la Turquie, vous avez l'Indonésie, vous avez le Pakistan. Autrement dit, vous avez le monde musulman et le monde arabe qui s'engagent. Et ensuite, vous avez le Hamas. Dans tous ces rapports de force, tout ce qui a été mentionné, jusqu'à là, tout le monde est d'accord. Il reste le Hamas. Le Hamas, personnellement, je pense qu'il est tellement fragilisé, à la fois militairement, diplomatiquement, socialement, sociétalement, il n'est plus en mesure à imposer des conditions. Il y a 3 ou 4 mois, il disait, oui, d'accord, pour la proposition américaine, mais avec mes conditions, avec ces conditions. Aujourd'hui, l'axe de la résistance est à terre, il n'a plus le Hezbollah, il n'a plus le régime iranien, il n'a même plus la République islamique d'Iran. Donc, il est fort probable que le Hamas dise oui ce soir. Lise Vogel, vous connaissez très bien et Israël et la Palestine. Est-ce que, dans ce qu'on a entendu ce soir, Donald Trump n'a pas un peu tordu le bras à Benjamin Netanyahou, quand on sait que Benjamin Netanyahou, il y a la guerre à Gaza, il y a ces ministres d'extrême droite qui ne veulent pas du tout arrêter la guerre à Gaza ni arrêter la colonisation. Comment vous avez ressenti plutôt là le discours de Benjamin Netanyahou? Bien, c'est possible qu'il lui ait tordu le bras parce que c'est vrai qu'on avait du mal à imaginer il y a encore quelques jours Benjamin Netanyahou dire dans une conférence de presse qu'il était prêt à prendre le chemin de la paix, surtout lorsqu'on repense à son discours très récent à la tribune de l'ONU, qui était un discours beaucoup plus vindicatif, si l'on peut dire. En revanche, je pense aussi que c'est un moment stratégique pour Benjamin Netanyahou, parce qu'on est très proche de l'anniversaire des 2 ans du 7 octobre, que finalement la guerre à Gaza s'enlise et que pour le Premier ministre israélien, utiliser cette séquence pour sortir par le haut en disant, comme l'expliquait Rima Bassiste, j'ai atteint les buts de guerre et regardez, je vous ramène les otages à la maison, parce que c'est vraiment là-dessus qu'il a insisté, eh bien d'une certaine façon, c'est quelque chose qui lui permettrait d'afficher une victoire. Donc je pense que c'est un moment stratégique pour lui, et on voit d'ailleurs que c'est plutôt bien reçu, en tout cas si l'on en croit la déclaration du Forum des familles des otages, qui est évidemment l'une des voix les plus écoutées en ce moment en Israël, toujours depuis le 7 octobre. On voit que ce Forum des familles salue un tournant historique, la possibilité d'en finir avec une angoisse insoutenable, remercie le président Trump, etc. Or, les familles des otages, et notamment ce forum, elles sont plutôt à gauche. On ne peut pas dire que d'ordinaire, elles soutiennent Benjamin Netanyahou. Donc, c'est peut-être un moment opportun, finalement, pour le Premier ministre israélien. Jean-Guy Watteau, vous qui avez été à Gaza, parce qu'aucun d'entre nous n'a pu aller à Gaza récemment, on rappelle que les journalistes n'y ont pas accès, on a beaucoup à y être été avant, mais pas depuis le 7 octobre. Vous qui y étiez encore cet été, comment est-ce que ce qui a été dit ce soir peut être reçu à Gaza? Et évidemment, en creux dans ma question, il y a par le Hamas, puisqu'à Gaza, le Hamas est affaibli, comme le disait Adel, mais il est toujours là, il tire toujours beaucoup de ficelles. Comment est-ce que vous pensez, avec vos impressions, c'est des impressions d'un médecin, hein, mais que ça peut être reçu par le Hamas à Gaza? Alors d'abord, par la population palestinienne, un immense espoir. Il fallait absolument obtenir un cessez-le-feu pour mettre fin au carnage qui a lieu depuis 2 ans et à celui qui s'annonçait de la prise de Gaza City. Également mettre fin au déplacement massif de population du nord vers le sud qui était à l'œuvre depuis quelques semaines.
Et puis oui, effectivement, un immense espoir aussi pour les familles des otages. Je passais du temps sur le carré des otages à Tel Aviv et on imagine l'émotion qui doit les mener aujourd'hui. Cependant, un peu de prudence également, car vos experts le rappelaient, ça n'a pas été signé par le Hamas. Et puis, on se souvient qu'en début d'année, il y avait eu un cessez-le-feu, il y avait eu des avancées massives et que 2 mois plus tard, tout ça était tombé à l'eau de façon très brutale. Pendant que vous parlez, Jean-Guy, on voit les images, c'est des images à Tel Aviv, on voit justement ces familles des otages qui remercient Donald Trump. Mais continuez, Jean-Guy. Donc voilà pour la première impression, hein, beaucoup d'espoir et un peu de prudence, voire de méfiance. Concernant le Hamas, la manière dont il va recevoir cette proposition de paix, pour moi c'est un mystère, j'imagine pour beaucoup d'experts également, car effectivement beaucoup d'éléments ont changé par rapport aux dernières plans de paix. Le diable se cache dans les détails, comment désarmer le Hamas, par quel mécanisme, par quelle commission, est-ce que vraiment l'Égypte, qui connaît grammaticalement la branche armée du Hamas, s'engage sérieusement sur le terrain, aller sur le terrain, parce qu'il faut les chercher un par un, groupe par groupe. Le Hamas n'est plus ce mouvement centralisé, structuré, avec une hiérarchie stalinienne. Et justement, Adèle, je voulais vous poser la question, puis dans quelques instants, on va aller à Washington voir comment ça a été reçu, ces discours. Mais sur le Hamas, il est affaibli, mais est-ce qu'on a des estimations de combien de combattants, parce que des partisans du Hamas, il y en a beaucoup vu que c'est la seule autorité, mais de combattants du Hamas, combien en reste-t-il à Gaza? Et derrière, mon autre question, c'est surtout pourquoi eux, diable, accepteraient-ils? Puisqu'on a vu qu'ils faisaient peu de cas des souffrances de leur peuple. Mais écoutez, le Hamas n'est pas le Daesh. Les cadres dirigeants du Hamas ne sont pas les cadres dirigeants du Daesh. Autrement dit, ce sont certes, c'est une branche armée radicalisée qui utilise les méthodes de terrorisme, mais en même temps, ce sont des pragmatiques. C'est des acteurs qui parlent tous les jours avec les diplomates qataris, égyptiens, saoudiens, même européens, voire même américains. Autrement dit, ce sont les acteurs qui comprennent ce qui se passe dans le monde. Ils savent parfaitement qu'ils sont très, très, très affaiblis. Le président Macron nous dit, certainement, il a des informations, que le nombre de Hamas aujourd'hui égale le nombre de Hamas au moment du 7 octobre. Mais en même temps, vous avez entendu Donald Trump, il dit non, le Hamas détruit, il n'y a plus rien, il n'y a plus de combattants. Autrement dit, nous avons des récits contradictoires. Mais en réalité, la réalité, c'est quoi? C'est que les conditions factuelles, les données factuelles qu'on a, c'est que le Hamas aujourd'hui n'est absolument pas le Hamas du 7 octobre. Le Hamas est rejeté socialement. Vous avez vu combien de mouvements de contestation dans la bande de Gaza vous y étiez. Le Hamas est affaibli diplomatiquement parce qu'il a perdu le soutien de l'axe de la résistance. Le Hamas est affaibli militairement parce que personne fournit des armes. Le Hamas est affaibli financièrement parce que personne n'est là pour financer. Et le Hamas s'est arabisé. Je l'ai dit une autre fois. C'est-à-dire quoi, c'est arabisé? C'est-à-dire pendant longtemps, notamment de 2003 à 2023, c'était la Perse, c'était la République islamique d'Iran qui dirigeait, qui contrôlait, qui orientait le mouvement du Hamas. Et donc le Hamas n'avait pas un lien structurel avec le monde arabe. Mais depuis la chute géopolitique, je parle bien évidemment, de la République islamique d'Iran, le Hamas pragmatiste a compris qu'il doit se réarabiser. Seulement, ce monde arabe a normalisé ses relations avec Israël, l'Égypte, la Jordanie, les autres pays des accords d'Abraham, n'est-ce pas? Et donc, il a compris, le Hamas, où il doit choisir, ou bien continuer sa lutte armée et aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin existentielle pour lui, autant que mouvement politique, et pour son peuple, ou bien il doit accepter, comme Yasser Arafat a accepté à quitter le sud du Liban. Mais on a l'impression, là je vous pose la question à tous les trois avant qu'on aille à Washington, on a quand même l'impression que le Hamas est allé jusqu'au bout, quitte à ce que 65 000 Gazaouis soient massacrés. Donc on a l'impression que jusqu'au bout, une phrase et après je m'arrête. Si jusqu'au bout, c'est perdre 65 000 Palestiniens gazaouis. Si aller jusqu'au bout, c'est détruire 80% de la bande de Gaza. Si aller jusqu'au bout, ça veut dire la généralisation de la famine dans la bande de Gaza et des milliers de Palestiniens qui meurent de là. Ah bah franchement, je ne sais pas comment qualifier le Hamas. Moi, j'avais l'impression que c'est pas ce qui les arrêtait, les souffrances civiles, le Hamas. Sinon, on peut se dire que le Hamas aurait arrêté avant.
Non, regardez pourquoi il accepte aujourd'hui et il l'a pas accepté hier. Il accepte aujourd'hui parce qu'il sait très bien qu'il est dans une impasse. Le Hamas n'a pas encore accepté. Non, mais il va probablement accepter. Pourquoi le Qatar a dit oui? Pourquoi l'Égypte a dit oui? Pourquoi la Jordanie? Pourquoi la Turquie? La Turquie qui est très très proche du Hamas. Parce qu'ils ont déjà discuté avec le Hamas. Pourquoi le président Trump s'est engagé d'une manière si massive? C'est la première fois qu'il abandonne le projet de la Riviera, etc. C'est parce que eux, ils ont parlé avec le Hamas. Et c'est parce qu'ils ont saisi que le Hamas n'a plus le choix. Le Hamas aujourd'hui est dans une impasse totale. Lise et Rina, vous êtes d'accord avec cette analyse? Vous pensez qu'il y a eu des contacts avant et que là, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des indications du Hamas? En tout cas, le Qatar a annoncé un peu plus tôt dans la journée et avant même cette conférence de presse qu'il était en mesure d'obtenir un accord de la part du Hamas. Donc, on a l'impression que les signaux sont au vert. Après, évidemment, on doit rester toujours très prudent. Et vous l'avez dit précédemment, moi, j'ai assisté à beaucoup de cessez-le-feu, des retours d'otages, des retours aussi des libérations de prisonniers palestiniens. Ça suscite à chaque fois beaucoup d'espoir du côté palestinien comme du côté israélien. Et ces espoirs sont souvent douchés, très déçus, parce que les négociations de cessez-le-feu ou même les accords de paix ne vont jusqu'ici jamais au bout du processus. Donc il faudra voir si cette fois-ci c'est différent. Rina, un mot sur la masse avant qu'on aille à Washington. Oui, quelques petits points. D'abord, ce qu'Adel a dit, d'une certaine façon, c'est extrêmement triste sur la société palestinienne, sur les gens qui vivent à Gaza. Parce que ces gens-là qui étaient tout contents, qui riaient, qui chantaient, qui distribuaient des bonbons après le 7 octobre avec toutes les images les plus horribles, la barbarie les plus horribles et qu'on a vues, qui n'étaient pas cachées, qui étaient diffusées comme ça sur les ondes, ils étaient heureux. Après, bien sûr, quand la guerre frappe, ils sont maintenant contre Hamas. Donc on est dans une situation où Hamas n'a plus le soutien en fait, de la population, à cause de la guerre, à cause de la destruction, à cause de toutes les opérations militaires qu'Israël a menées depuis. Donc d'abord, il y a ça. Hamas est de plus en plus isolé. Ça, c'est une chose. Après, il y a aussi la question des dirigeants de Hamas. Qui sont les dirigeants maintenant? Le cadre a complètement changé. Presque tout le monde était tué par Israël dans plusieurs opérations. Je parle aux dirigeants qui sont dans la bande de Gaza. Donc c'est une jeune génération, des commandants qui sont moins expérimentés. Et peut-être ils ont plus peur aussi. Et peut-être ils sont moins dans la diplomatie. Voilà. Peut-être. Et aussi, peut-être, il y a cette compréhension qu'ils ont perdu la guerre. Parce que là, Netanyahou, il continue. Même hier, on a des images, évidemment. On a encore beaucoup d'images de bombardements à Gaza jusqu'à ces dernières heures. Tzahal a déjà encerclé une de quartiers, les Chati, qui est au nord de la ville de Gaza. Donc, Tzahal continue avec ses préparations à cette opération. Alors pendant que vous parlez, Rina, on voit les tout derniers bombardements sur Gaza ces dernières heures. Juste avant qu'on continue le débat ici, on va évidemment retraverser l'Atlantique. On va vous retrouver, Franck Genozo, vous êtes notre correspondant permanent à Washington. Franck, vous avez écouté cette conférence de presse conjointe entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Est-ce que aux États-Unis, on est aussi dithyrambique que nous le sommes peut-être sur ce plateau, sur l'aspect historique de ce plan, ou est-ce qu'il y a certaines réserves ? Bien, en tout cas, il y a beaucoup d'observateurs ici à Washington qui notent qu'il y a en quelque sorte beaucoup de questions encore en suspens ce soir et même un certain nombre d'incohérences dans les déclarations de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. À commencer par la principale, c'est que ce soir, il n'y a toujours pas d'accord définitif de cessez-le-feu dans cette guerre au Moyen-Orient. Et ceci, malgré les superlatifs employés par Donald Trump dans la conférence de presse. Je vous en livre quelques-uns. Peut-être un des plus grands jours de l'histoire de la civilisation, un jour historique pour la paix. On n'a jamais été aussi proche d'un accord. Sous-entendu, il n'y a pas encore d'accord. Et ce soir, eh bien, les négociations, elles se poursuivent. Donald Trump a remercié Benjamin Netanyahou d'avoir accepté ce plan. Benjamin Netanyahou s'est montré plutôt bien disposé. Mais ce plan, il a, semble-t-il, été légèrement retouché par rapport à celui qui circulait la semaine dernière et que Donald Trump avait notamment présenté à cette coalition de pays arabes et musulmans qu'il a réunis autour de lui pour ces négociations pour
sur Gaza et il n'y a pas eu beaucoup ce soir de mots à l'égard de tous ces interlocuteurs qui avaient validé ce premier plan. Ce nouveau plan, ce plan retouché par les Israéliens dans le courant du week-end, a-t-il, oui ou non, été validé par cette coalition et notamment par les Qataris? Il y a eu plusieurs signaux, on va dire, ambivalents. Quelques minutes à peine, Loïc, avant la conférence de presse, il y a eu un communiqué, par exemple, de la Maison-Blanche qui suggérait qu'il n'y avait pas d'accord. Je vous livre les mots de ce communiqué. Israël et le Qatar vont devoir travailler à résoudre leurs griefs. Donc, question majeure, est-ce que les Qataris sont d'accord avec cette nouvelle version du plan? On a entendu Benyamin Netanyahou exprimer notamment ses regrets après les frappes israéliennes sur Doha il y a quelques semaines de cela pour éliminer des dignitaires du Hamas. Et puis la dernière inconnue, c'est évidemment le Hamas qui n'avait pas connaissance pour l'instant des détails de ce plan, le Hamas qui va devoir se prononcer, mais cette conférence de presse était surtout peut-être destinée à mettre la pression sur le mouvement islamiste pour qu'il accepte enfin un plan de paix. Merci Franck Genozo, notre correspondant à Washington. Franck, évidemment, vous restez avec nous durant cette édition spéciale. Dans quelques minutes, on va aller un petit peu plus dans le détail de ce plan, que ce soit la participation du Qatar, Donald Trump lui-même qui présiderait une autorité de transition. On a parlé du Hamas, on parlera peut-être de Tony Blair qui pourrait faire partie de cette autorité de transition. Mais tout de suite, vous nous rejoignez 21h30 sur France Info, le rappel de titre avec Cécile Bartoli. C'est un jour historique, affirme Donald Trump. Le président américain remercie Benyamin Netanyahou d'avoir accepté son plan en 20 points lors d'une conférence de presse commune à la Maison-Blanche. Donald Trump dit être donc très proche d'un accord de paix si le Hamas l'accepte. Dans le cas contraire, il confirme qu'Israël aura le soutien des États-Unis pour, je cite, « finir le travail ». Les États-Unis qui, de leur côté, sont dans le collimateur du Venezuela. Le pays vient de décréter l'état d'urgence face à une éventuelle agression du pays de Donald Trump. Les États-Unis ont déployé des navires dans la mer pour lutter contre le narcotrafic. Dans le même temps, les forces vénézuéliennes ont mené de nouveaux exercices militaires avec des systèmes anti-aériens sur la côte caribéenne. Au moins 22 personnes ont été tuées, plus d'une centaine blessées lors de manifestations en cours à Madagascar. D'après le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, les victimes seraient des manifestants et des passants tués par des membres des forces de sécurité. D'autres personnes seraient mortes à la suite des violences et des pillages généralisés qui ont suivi, perpétrés par des individus sans lien avec les manifestants. La deuxième semaine du procès de Cédric Jubilard a démarré par la venue d'un ancien procureur, celui qui était en charge du début de l'enquête. Les avocats de la défense lui reprochent des propos qui, à l'époque, ont crucifié Cédric Jubilard. Ils dénoncent aussi à leurs yeux de nombreuses erreurs, comme d'avoir assuré qu'une couette avait été lavée le soir de la disparition de Delphine Jubilard. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Loïc. Merci Cécile. La diplomatie, peut-être l'histoire est en marche en ce moment à Washington après le discours, après les déclarations de Donald Trump et de Benyamin Netanyahou. On en parle sur ce plateau avec Lise Vogel, notre grande reporter pour France Info. Vous êtes allée très souvent en Palestine et en Israël. Rina Bassiste, correspondante pour la radio israélienne Cannes et rédactrice au journal américain Al Monitor, ancienne diplomate israélienne. À vos côtés, Jean-Guy Watteau, coordinateur des actions de Médecins sans frontières en Palestine. Et puis Adel Bakawan, directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. On poursuit cette soirée, cette édition spéciale. On venait de parler avec vous, Adel, il y a quelques minutes du rôle du Hamas, un Hamas très affaibli qui, de ce que je comprends de vos déclarations, Élise Abondet, dans votre sens, est très affaibli aujourd'hui. Donc finalement, on n'a peut-être pas beaucoup d'autres choix que d'accepter ce plan. On va aller un petit peu plus en détail sur ce qui a été pour l'instant annoncé. Encore une fois, annoncé par Donald Trump. Benyamin Netanyahou a eu l'air d'acquiescer, mais enfin, les choses ne sont pas encore faites. Tous les otages rentrent d'ici 72 heures. Le Hamas est désarmé, l'enclave palestinienne est démilitarisée. Israël assure la sécurité à court terme. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire, sachant qu'après, il est censé aussi y avoir une espèce d'autorité de transition qui ne sera pas israélienne, mais qui ne sera pas palestinienne non plus, qui sera présidée par Donald Trump. Mais déjà, Israël assure la sécurité à court terme. Rina, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces israéliennes ne se retirent pas de Gaza tout de suite. Ça veut dire en fait que ça va prendre des jours, peut-être même des semaines, le temps que Tsahal se retire.
Tsahal il va pas se retirer tout de suite. Il faudra qu'Israël voit un début justement de désarmement de Hamas, qu'Israël voit un début en tout cas de l'action que ce comité de la paix va prendre pour justement, et le président Trump a parlé de façon très détaillée sur ce sujet. Il a dit qu'il faudra que tous les tunnels de Hamas soient détruits, il faudra que tous les moyens de production des armes et des engins explosifs, tout ça sera détruit. Et il y aura beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas juste que les militants de Hamas vont sortir de leur trou et mettre les armes par terre. C'est beaucoup plus que ça. Et donc moi, je pense que ça va prendre quelques jours, peut-être même quelques semaines pour Tsahal à se retirer. Pendant ce temps, il faudra que les États-Unis, avec les autres les pays arabes, mettent sur place un vrai plan, justement, pour éliminer toutes les capacités militaires de Hamas. Et en ce moment-là, on va voir l'armée israélienne complètement sortir de la bande de Gaza. Mais c'est mon explication. Allez-y, Adèle. Il y a plusieurs étapes. Déjà, l'étape la plus importante, c'est que normalement, à partir de maintenant, là, ici et tout de suite, now, les bombes doivent cesser, n'est-ce pas? Autrement dit, les Gazaouis ne doivent pas recevoir les bombes. Et donc ça, c'est déjà vraiment un miracle. Vous imaginez, là, à chaque minute, il y a un groupe qui tombe. Donc, à partir de cette minute-là, il n'y a plus de guerre. Donc oui, la présence militaire israélienne est maintenue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de gouvernement de Hamas, il n'y a plus de police, il n'y a rien. Si l'armée israélienne se retire, c'est-à-dire que tout le monde est livré... C'est l'anarchie. Voilà, c'est l'anarchie totale. Donc la première étape, la guerre s'arrête. La deuxième étape, 62 heures, la totalité des otages rendus. Et la troisième étape, là, ça devient compliqué, c'est les pays... Déjà, il faut savoir, le président Trump a dit, tout le monde souhaite, depuis que on a annoncé que je suis le président de cette commission, auparavant, personne ne voulait être membre de cette commission, désormais, tout le monde, tous les chefs d'État, arabes, islamiques, etc., européens, ils veulent être membres de cette commission. Donc, il faut former la commission. Une fois la commission est formée, il faut... Les Européens n'envoient pas, bien évidemment, leurs armées ou leurs militaires sur le terrain. Les Américains non plus. Il faut que les pays arabes envoient petit à petit certaines brigades de leurs armées pour discuter avec les Hamas. Et où se trouvent les Hamas? Dans les tunnels. Il faut les trouver groupe par groupe. Il y en a encore beaucoup, des tunnels, parce qu'on a l'impression depuis 2 ans de voir des tunnels inondés par l'armée bien sûr. Le plus compliqué, après moi je m'arrête, le plus compliqué, c'est cette étape, la troisième étape, c'est-à-dire faire sortir les membres du Hamas de ce tunnel-là, les désarmer, vous appelez tout ce que vous voulez, les désarmer, rendre leurs armes, à qui, à quoi, on ne sait pas. Et ensuite, la quatrième étape, là aussi c'est très compliqué. Comment amener les militaires saoudiens, qatariens, turcs, égyptiens, jordaniens dans la bande de Gaza. Voilà. Ça ne se fait pas en une semaine, en 2 semaines, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Ça prend plusieurs mois. Mais ce qui est le plus important, c'est l'arrêt de la guerre et rendre les otages. Lise et Jean-Guy. Je serais encore un petit peu plus pessimiste. Je pense que dès la première étape, ça peut être très compliqué parce que sortir les 48 otages de Gaza, ceux qui sont vivants comme ceux qui sont morts, ça voudrait dire que le Hamas a encore le contrôle sur où sont les otages et comment vont-ils pour certains. On pense qu'il y en a à peu près la moitié sur les 48 otages, la moitié qui sont encore vivants et la moitié qui sont morts. C'est ça, mais il y a encore quelques jours, le Hamas communiquait en disant qu'il avait perdu la trace de plusieurs d'entre eux suite à une frappe israélienne, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup depuis le début de la guerre. Donc je ne pense pas que juste pour cette étape, ça soit aussi simple que de dire c'est tout bon, les 48 otages sont là, on vous les rend, tenez, c'est facile. Ça va être plus complexe. Oui, Jean-Guy, je m'arrête. Bien évidemment, c'est complexe. Bien évidemment, c'est compliqué. Mais si on réussit la première et la deuxième étape, la troisième étape, voilà, c'est compliqué, mais il faut le faire. Jean-Guy Watteau. Il me semble qu'il y a un élément important qui nous manque, à la fois pour estimer les chances que le Hamas accepte ce plan, et puis les chances que le jour d'après se passe bien, c'est la réaction de la population palestinienne. Vous l'avez rappelé, vous n'avez pas accès à la bande de Gaza. C'est d'ailleurs très très dommageable, je pense, pour la conduite de ce conflit. Nous n'avons pas ici de Palestiniens qui est capable de nous parler. C'est important parce que on peut imaginer la bande de Gaza qui soit gérée sans le Hamas, sans l'autorité palestinienne, pourquoi pas, mais enfin certainement pas sans la population palestinienne. Et c'est pour l'instant le principal angle mort de ce que j'ai entendu dans le plan de paix.
Et justement, j'avais envie de vous poser la question, on parlait du Hamas. Alors, mettons, le Hamas accepte le plan de paix, rend les otages ceux qui sont vivants, accepte d'abord un premier contrôle israélien, puis ensuite un contrôle, on va dire, d'une espèce de coalition internationale, avec notamment des pays arabes, pour assurer la sécurité et l'administration. Tout ça présidé par Donald Trump dans sa grande modestie, comme on le connaît. Mais sur le Hamas, on n'a rien entendu sur qu'est-ce que les militaires ou les combattants du Hamas ont à y gagner. Est-ce qu'on peut imaginer une forme d'amnistie parce que... Moi, je pense Donald Trump, par cette proposition, propose une chance extraordinairement historique aux combattants du Hamas. Le Hamas est totalement désespéré. Personne n'est là pour sauver le Hamas. Le Hamas n'a jamais été aussi seul, aussi isolé, aussi affaibli, aussi fragilisé, et ce, à toutes les échelles. Certes, il a encore la main sur les otages. Même si le Hamas accepte de dire on va se faire arrêter par l'armée israélienne et puis on passe par la justement, peut imaginer justement la chance est extraordinaire pour les membres, les combattants du Hamas. C'est quoi? C'est que c'est noté noir sur blanc. Hein. Le Hamas accepte, les dirigeants du Hamas acceptent s'exiler, aller ailleurs, au Qatar, en Égypte, en Turquie. Il y a une garantie israélienne à ne pas les toucher et faire tout pour qu'ils partent. Les autres cadres du Hamas qui acceptent à se déradicaliser, c'est le mot qui a été utilisé, ils peuvent rester dans la bande de Gaza. Donc, c'est une vraie porte de sortie. Je ne dis pas c'est simple, je ne dis pas c'est facile, je ne dis pas tout est en rose. Non, tout est compliqué de toute façon dans la bande de Gaza. Mais là, en vue de la situation du Hamas dans laquelle ils se trouvent, c'est une chance extraordinaire. Et ils auraient envie de se déradicaliser parce que c'est quand même... c'est des combattants de Dieu qui ont juré la destruction d'Israël. Mais est-ce qu'ils ont d'autres choix? La question, c'est ça. Ils sont devant une question existentielle. Mourir ou prendre cette chance extraordinaire qui est devant eux. Ils vont le prendre. Alors, juste autre chose que vous avez mentionné, et justement, Lise, je voulais revenir à l'un des extraits de vos reportages, que vous avez tourné ça la semaine dernière, je crois, parce qu'on a parlé du Hamas, on parle aussi de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, on va dire, c'est la descendante de Yasser Arafat, descendante de l'OLP, c'est donc le Fatah qui est en Cisjordanie. Vous étiez en Cisjordanie, vous avez rencontré le secrétaire d'État palestinien aux Affaires étrangères, et on regarde votre extrait, Lise, voilà ce qu'il dit, et on en parle juste après. Le problème, ce n'est pas le Hamas, c'est le futur de Gaza. Cela veut dire que c'est le gouvernement palestinien qui doit prendre les choses en main. Personne ne contrôlera Gaza en dehors d'un gouvernement palestinien légitime, ce qui signifie que nous serons responsables de la gouvernance et de la sécurité. Donc pour bien comprendre, ça c'est une interview que j'ai faite avec Arantxa Belderrain qui m'accompagnait juste avant que Emmanuel Macron ne monte à la tribune de l'ONU pour reconnaître l'État de Palestine. Et il y avait déjà évidemment beaucoup de choses qui avaient été dites, notamment dans l'accord de New York. Et l'autorité palestinienne, quand je lui ai posé la question, mais dans ce qui a été dit dans cet accord et dans ce qui est soutenu par les pays occidentaux, il y a le fait que le Hamas doit accepter la démilitarisation et que c'est vous qui allez gouverner, mais concrètement, quels sont vos moyens de pression sur le Hamas et comment ça va se passer? Et ça, c'est la réponse qui m'a été faite. Donc, on sent bien qu'en réalité, l'autorité palestinienne n'a pas vraiment de moyens de pression directs sur le Hamas, mais surtout que l'autorité palestinienne, à ce stade, elle comptait bien utiliser la séquence à l'ONU pour se renforcer. Et je ne suis pas certaine qu'après ce qui a été dit ce soir, eh bien, elle soit tout à fait d'accord avec ça. Or, l'autorité palestinienne, en tout cas pour les nombreux Palestiniens que j'ai rencontrés en Cisjordanie, eh bien, aujourd'hui, elle porte quand même une voix, celle qui réclame une solution à deux États, des droits et une souveraineté pour le peuple palestinien. Et on rappelle pour nos téléspectateurs que le Fatah, l'autorité palestinienne et le Hamas, ils ne sont pas du tout copains. Ils se sont tirés dessus les uns les autres. Voilà. Oui, Irina, vous vouliez intervenir. C'est absolument insensé d'attendre ça. Le problème n'est pas Hamas. Ce n'est pas le Hamas qui a fait le 7 octobre. Ce n'est pas à cause de Hamas qu'on avait cette guerre pendant 2 ans. Comment un responsable palestinien peut parler de cette façon? Ça, c'est pas quelque chose. Il y a un côté extrêmement cynique. Parce que là, effectivement, cet accord... Qu'est-ce qu'il ouvre, cet accord? Tout ce que l'autorité palestinienne n'a pas réussi, parce qu'ils ont perdu les élections en 2006. On se souvient très bien, c'était le Hamas qui a gagné. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, s'il y avait des élections libres,
en Cisjordanie, Hamas est beaucoup plus populaire que les gens de Fatah. Là, avec cet accord, on leur donne sur un plateau doré et justement l'accès pour gouverner la bande de Gaza. Donc je trouve une réponse comme ça, pas tout de suite, mais dans l'avenir, parce qu'on sait très bien que même dans cet gouvernement technocrate, il y aura des représentants de l'autorité palestinienne, c'est clair, même s'ils n'auront pas ça ne sera pas écrit sur leur manche. Mais ils sont des représentants palestiniens. Dans une espèce Donc, une telle réponse, c'est complètement cynique. Après, ça paraît peut-être normal que dans une espèce de coalition de gouvernance de Gaza, certes présidée par Donald Trump, peut-être avec Tony Blair, d'autres, le Qatar, etc., qu'il y ait des représentants palestiniens. Ça paraît cohérent. Mais en tout cas, malgré ce malheur, malgré cette tragédie en cours, c'est une vraie tragédie ce qui se passe dans la bande de Gaza. Malgré tout ça, une fois on a dit ça, raisonnablement, en termes de rationalité, pardonnez-moi de le dire, c'est une chance extraordinairement historique pour la bande de Gaza, pour les Palestiniens de Gaza, d'avoir, non pas Hamas qui gouverne, mais les États-Unis d'Amérique, mais l'Europe, mais les pays arabes qui refusaient catégoriquement de s'engager dans la bande de Gaza. Donc là aussi, bien évidemment, il y a une tragédie. Mais là, je pense qu'il y a un vrai espoir post-tragédie pour la reconstruction de la bande de Gaza, la reconstruction, mais aussi l'accompagnement. Vous vous souvenez, pendant les accords d'Abraham, l'élément le plus absent qui n'a jamais été abordé, qui était totalement, on a fait l'abstraction totale, c'était la question palestinienne. Aujourd'hui, je rappelle pour nos téléspectateurs, les accords d'Abraham, c'est des accords entre Israël et 4 pays arabes, voilà. Le Soudan, le Maroc et Bahreïn et les Émirats arabes. Et là, aujourd'hui, au-delà de cette tragédie, bien évidemment, je répète encore une fois parce que je sais comment mes propos pourraient être interprétés, mais au-delà de cette tragédie-là, aujourd'hui, la question palestinienne est au centre de toutes les gravités au Moyen-Orient avec le réengagement de la communauté internationale. Donc, il y a une vraie opportunité pour le peuple palestinien. Justement, Jean-Guy Watteau, sur ce qu'on voit, vraiment les prémices de ce qu'on voit peut-être ce soir à Washington. Je parle à l'humanitaire que vous êtes. Alors, vous n'êtes pas... aucun d'entre nous n'est historien, mais il y a eu des précédents dans l'histoire. Il y a eu par exemple le Kosovo, où la communauté internationale est venue administrer une région à la suite d'une guerre. Voilà. Est-ce que ça n'est pas le cas, mais on en parlait beaucoup pour Haïti, par exemple, sauf que Haïti est complètement... évidemment oublié des regards du monde, mais on disait il faudrait qu'à Haïti, par exemple, qu'en Haïti, il y ait une coalition internationale qui vienne pacifier ce territoire. Est-ce que des coalitions internationales, humanitaires, politiques, militaires aussi, peuvent marcher selon vous ? Très rarement, l'histoire le montre. La plupart du temps, ces coalitions, fussent-elles de bonnes intentions, échouent. Surtout, comme ça semble être le cas aujourd'hui, quand elles ignorent les desiderata du peuple qu'elles sont venues libérer, administrer. Vous avez cité différents exemples. Le Kosovo, le Kosovo ça a plutôt été un succès. Je pourrais vous citer une liste où tout ça... Par exemple, vous avez des exemples où ça n'a pas marché ou... Bien, tout près, l'Irak. Pas si loin de nous historiquement et tout près géographiquement, où l'idée de supprimer toutes les fonctions de l'État pour la remplacer par un pouvoir colonial qui allait réguler l'intégralité de la société, ça a échoué très gravement. Donc moi, je ne suis pas prédictologue. Ceci dit, encore une fois, il me semblerait étonnant qu'on puisse vraiment avoir un jour d'après politique sans tenir aucun compte des espoirs et parfois des exigences de la population palestinienne de Gaza. On va continuer le débat, Adèle, mais on va juste pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, je vais retrouver Camille Novak-Webb qui a compilé pour nous les principales déclarations, bonsoir Camille, de ce que contient le plan de paix de Donald Trump. Et oui, on va regarder ensemble les principaux points. Loïc, ce plan de paix qui doit conduire à une fin de la guerre donc dans la bande de Gaza avec un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, un retrait des troupes israéliennes et un désarmement du Hamas. Ce sont les 3 premiers grands points de ce plan de paix de Donald Trump. Ensuite, autre gros point majeur, la libération des otages, libération de tous les otages israéliens dans les 72 heures après acceptation de l'accord par le Hamas. Dans le même
même temps, suivra la libération de prisonniers palestiniens par Israël et puis également une possibilité d'amnistie et de départ sécurisé pour certains membres du Hamas qui auraient renoncé à la violence. Évidemment, Loïc, ça se fera sous condition. Cela ne concernera pas, par exemple, les membres du Hamas qui ont participé à l'attaque du 7 octobre. Concernant l'aide humanitaire, il y aura évidemment un retour de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, retour qui se fera sans ingérence des deux parties, sans ingérence d'Israël ni du Hamas. C'est un point très important également de cet accord. Ce sera géré donc par des organisations internationales, les Nations Unies ou encore la Croix-Rouge. Ces retours de l'aide humanitaire devraient permettre également la réhabilitation des hôpitaux dans la bande de Gaza et puis également l'entrée du matériel nécessaire, notamment par le point de passage de Rafah. Enfin, dernier point, Loïc, concernant la gouvernance. Évidemment, c'est un grand point d'interrogation. Ce qu'on sait dans cet accord, c'est que cette gouvernance, elle se fera sans le Hamas. Elle sera gérée par une autorité de transition qui va s'assurer notamment du respect du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, composée d'un comité palestinien et également d'experts internationaux. Et puis, il y aura un contrôle par un conseil de la paix qui sera présidé par Donald Trump. Et puis, on le sait, il y aura aussi d'autres dirigeants qui prendront part à ce conseil de la paix, comme Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Merci Camille Novak d'avoir étudié, décrypté ce plan de paix. Je retourne vers mes invités. Ce conseil-là, présidé par Donald Trump, avec Tony Blair, c'est ce que vous disiez, Jean-Guy. Est-ce qu'il n'y a pas un peu encore le côté, j'allais dire, je reprenais un peu vos mots, un peu colonialiste des Occidentaux qui viennent diriger tout ça, ou est-ce qu'il y a un moment où il faut être pragmatique? Aujourd'hui, les États-Unis sont la première puissance du monde, la seule à pouvoir faire plier, c'est ce qu'on a vu a priori, Benyamin Netanyahou, et que si c'est le prix à payer pour rétablir un semblant de paix, c'est le prix à payer. Il faut nuancer les choses, mais vous avez absolument raison. Le colonialisme n'est jamais une solution, l'occupation n'est jamais une solution. Et vous citez la situation irakienne avec raison. Pourquoi? Parce que avant 2003, le 9, moi je suis d'origine irakienne et je connais un petit peu la situation. Avant le 9 avril 2003, il y avait un État, il y avait un gouvernement, certes basé sur la dictature, mais il y avait des institutions. Et donc on est arrivé et on a mis à terre la totalité de ces infrastructures. Mais aujourd'hui, à Gaza, vous n'avez plus rien. Il n'y a rien. Vous avez 65 000 morts, vous avez 80% du territoire détruit, vous avez une occupation, on va dire, israélienne, vous avez une organisation qui a engagé un peuple sans lui demander, n'est-ce pas, dans une action, dans un massacre collectif le 7 octobre. Et aujourd'hui, vous êtes Gazaoui, qu'est-ce que vous voulez? La seule chose que vous demandez, c'est qu'un diable, même le diable en personne, arrive pour arrêter cette guerre-là, ces bombes-là, et remettre les choses en ordre. Aujourd'hui, vous avez une communauté. Vous vous rendez compte cette grande transformation de Donald Trump? À un moment donné, il nous parlait de la déportation de 12 300 000 Gazaouis. Aujourd'hui, il dit non, vous restez là. À un moment donné, il nous parlait de la Riviera. Aujourd'hui, à un moment donné, il critiquait les Nations Unies. Ce que vous dites, Adèle, ça c'est un point important pour nos téléspectateurs. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu ce soir ce que Donald Trump a dit ou sous-entendu par le passé, on n'a qu'à déplacer 2 millions de Palestiniens et construire des des hôtels de luxe dessus. Ça, il ne l'a pas dit ce soir. Il ne l'a pas dit. Au contraire, il demande le réengagement des Palestiniens resteront. Le réengagement des Nations Unies, mais aussi les pays européens. Vous avez vu comment il parlait des pays européens, des initiatives nobles, des personnes amies, très proches, etc. Mais ensuite, et après je m'arrête vraiment, le Kurdistan irakien a été protégé par la coalition internationale en 91. Et grâce à cette protection, cette ingérence, cette intervention de la coalition internationale, aujourd'hui, le Kurdistan irakien est devenu un modèle pour le reste du reste. Autrement dit, c'est vrai, dans certaines situations, ça ne fonctionne pas, mais dans d'autres situations, non seulement ça doit fonctionner, mais aussi il y a une forte demande de la présence de la communauté internationale à porter ses responsabilités. Juste une information, là, de dernière minute. Pour l'instant, le Hamas dit qu'il n'a pas, un responsable du Hamas dit qu'ils n'ont pas encore reçu le plan de paix pour Gaza. Pas encore reçu, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils disent oui ou non. Rina, juste pour finir le débat qu'on avait sur le Hamas, est-ce que vous êtes aussi, j'allais dire, optimiste que Adèle en disant le Hamas n'aura pas d'autre choix que d'accepter ce plan-là?
On peut espérer, parce que c'est soit ça, soit Israël continue avec son plan pour conquérir Gazaville, et on sait ce que ça veut dire. Israël ne va pas arrêter jusqu'au moment où ils vont atteindre tous les terroristes de Hamas qui se cachent. Mais je vais aussi revenir à cette idée en fait que Trump va présider cette comité. Bon, bien sûr, il y a les côtés de son ego, mais à part des côtés de son ego, c'est une carte extrêmement importante pour Benjamin Netanyahou face à sa coalition. Parce que là, c'est très difficile, même pour les ministres d'extrême droite, dire non. Le président américain, il est contre nous parce qu'il a fait tellement pour Israël, des choses que la droite israélienne apprécie beaucoup, le déménagement de l'ambassade, il y a les attaques en Iran, il y a tous les soutiens, d'abord l'administration Biden et après l'administration Trump. Et bien sûr, toute l'assistance que les Américains ont portée, et l'administration Trump a même repris l'envoi de toutes les munitions à Israël. Il y avait une partie qui était arrêtée pendant l'administration Biden. Donc, personne en Israël peut dire que le président américain n'est pas un ami en Israël. Et on attendait ça aussi dans les discours de Netanyahou. Il a commencé par ça. Il a dit que c'est le plus grand ami d'Israël qui a jamais habité la Maison Blanche. Donc, il prépare justement tous les arguments qu'il faudra sortir. Pour peut-être faire avaler à certains de ses ministres, à certains membres de sa coalition, pour faire avaler ce plan de paix. On retourne faire un détour par Washington. On vous retrouve, Franck Genozo, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Vous avez écouté le discours de ce plan de paix. Franck, vous nous disiez tout à l'heure que certains éditorialistes américains étaient peut-être un peu moins optimistes qu'on peut l'être, nous, sur ce plateau, notamment parce que le fait qu'il n'y ait pas eu de questions de journalistes autorisés à la fin de la conférence de presse a fait naître certains doutes. Oui, c'est vrai que c'est un détail qui a été beaucoup relevé par tous les correspondants qui suivent à l'année le travail de la Maison-Blanche. Il n'y a donc pas eu de questions à la fin de cette conférence de presse, des questions prises habituellement par Donald Trump très volontiers, en particulier dans ce type de format quand il reçoit un chef d'État ou de gouvernement. Et une journaliste de la chaîne CNN, par exemple, soulevait une similitude, celle avec la conférence de presse en Alaska, au moment où Vladimir Poutine avait accepté de rencontrer Donald Trump. Alors cette similitude, eh bien, elle soulève des questions ce soir ici aux États-Unis. Est-on face à un coup médiatique et diplomatique sans lendemain, un petit peu comme avec ce qui s'était passé à Anchorage en Alaska? Il y a finalement dans la scénarisation de cet accord entre les Israéliens et les Américains cet après-midi, eh bien beaucoup de stratégie, car la pression qui avait pesé au cours des derniers jours était plutôt côté Benjamin Netanyahou. Et par cette grande conférence de presse et cet accord entre Israéliens et Américains, eh bien il y a un mouvement de balancier, et cette pression, elle repart vers la coalition des pays arabes et musulmans que Donald Trump a réuni autour de lui, et elle repart surtout en direction du Hamas, avec une stratégie qui est même annoncée et assumée par le président américain et par le Premier ministre israélien. Le président américain qui a par exemple dit: si le Hamas n'accepte pas ce plan, les Israéliens auront mon total soutien. Benjamin Netanyahou qui est lui aussi allé dans ce sens en disant: nous finirons le travail, il faut que nous finissions le travail. Voilà des points de divergence avec la vision des pays de la coalition arabe et musulmane, et ces points de divergence, évidemment, ils sont soulevés ici ce soir aux États-Unis. Merci Franck Genozo, notre correspondant à Washington. Vous restez avec nous évidemment, Franck, pour cette soirée spéciale. Lise Vogel, vous vouliez réagir? Oui, en effet, par rapport à ce que disait Franck Genozo, je pense que ce soir, il y a encore une zone de flou et qu'il y aura des points à définir beaucoup plus précisément pour comprendre ce qu'il y a dans ce plan de paix. Mais ce qui ressort, c'est que il y a une pression indéniablement qui est mise très fortement sur le Hamas, avec deux positions qui s'opposent. D'une part, il y a la possibilité pour certains membres du Hamas, pas ceux qui ont participé au 7 octobre, mais certains d'entre eux, de bénéficier d'une amnistie. Et de l'autre côté, il y a Benjamin Netanyahou qui, en effet, a eu cette formule qu'on peut qualifier de glaçante sans exagérer, à savoir: si il ne se passe rien, nous finirons le travail. Ou si le Hamas rejette l'accord, ou s'il l'accepte et qu'ensuite il ne le respecte pas, nous finirons le travail. Finir le travail, on peut imaginer comment ça résonne pour la population à Gaza. Donc finalement, on voit bien que l'étau se resserre autour du Hamas.
Rina, il y en a eu beaucoup des ultimatums d'un côté ou de l'autre, enfin je veux dire en diplomatie. Voilà. Là, on a l'impression qu'il y a un vrai ultimatum. Quand Israël dit soit vous acceptez le plan avec l'aide des États-Unis, soit on finit le boulot. Est-ce que cet ultimatum-là est susceptible, selon vous, d'être, on en parlait, d'être reçu par le Hamas? Bon, on peut l'espérer. Et pour l'instant, et même avec tous les préparatifs, ça fait maintenant quelques semaines que l'armée israélienne, Tzahal, encercle plusieurs quartiers. On a parlé hier de ce qui s'est passé hier. Ils ont encerclé les camps de Shati, mais il y avait les mêmes opérations quelques jours plus tôt avec les quartiers des Zaytoun et d'autres quartiers avec Sheikh Radouane. Donc, petit à petit, Tzahal, en fait, commence à entrer dans Gazaville. C'est plus quelque chose d'imaginaire, ça commence à se faire. Pourtant, on n'a pas vu que les militants de Hamas rendent les armes. Il y avait quelques-uns, c'est vrai, qui ont fui, qui ont quitté leur position dans ces 3 ou 4 quartiers que je mentionnais. Ils sont allés se cacher plus au centre-ville de Gazaville, mais ils n'ont pas rendu les armes. Et donc, c'est difficile à dire est-ce que la pression sera assez. Mais il faut aussi préciser, ce n'était pas seulement Netanyahou qui a parlé de ça, qu'il y a cet ultimatum, c'était aussi le président Trump. Dans son discours, il a dit si Hamas n'accepte pas, moi, je vais soutenir le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour faire le job. Et juste, Rina, dans les 30 secondes qui nous restent avant le rappel, avant le journal de 22h, Benjamin Netanyahou a rappelé, parce que, bon, évidemment, il y a les civils gazaouis qui meurent par dizaines de milliers, mais Israël perd des soldats, de jeunes soldats. Donc, qu'Israël arrête cette campagne, c'est aussi préserver la vie d'appelés ou de jeunes militaires israéliens. Absolument, et c'est très triste parce que ce soir, il y avait encore 6 ou 7 soldats très grièvement blessés dans un incident à Gaza. Donc, il y a ce rappel quotidien de tous les pertes de vie des soldats. Et vous savez, en Israël, tout le monde est soldat, tout le monde a un fils de soldat, tout le monde a un oncle soldat. Et ça fait partie de la société israélienne. Bien sûr, tous les parents veulent que la guerre s'arrête. Allez, 22h sur France Info, vous nous rejoignez pour cette soirée édition spéciale sur le plan de paix proposé à Washington par Donald Trump avec Benjamin Netanyahou. On en parle durant toute la soirée et déjà dès maintenant avec votre journal, Cécile Bartoli. Oui, c'est un jour historique, affirme Donald Trump. Le président américain remercie Benjamin Netanyahou d'avoir accepté son plan en 20 points lors d'une conférence de presse commune à la Maison-Blanche. Donald Trump qui dit être tout proche d'un accord de paix si le Hamas l'accepte. Nous sommes très proches. Et je veux remercier Bibi pour avoir fait le travail. Nous avons bien travaillé ensemble. Nous allons travailler avec la nouvelle autorité de transition à Gaza. Toutes les parties seront d'accord sur un calendrier pour que les forces israéliennes se retirent. Cela se fera par étapes. Il n'y aura plus de tirs, nous l'espérons. S'il n'y arrive pas, eh bien, Israël aura le droit absolu et aura le soutien des États-Unis. Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, qui permet d'atteindre nos objectifs de guerre, à savoir ramener tous les otages, désarmer le Hamas, mettre fin à son règne politique et s'assurer que Gaza ne soit plus jamais une menace pour l'État d'Israël. L'Est de l'Espagne en alerte rouge moins d'1 an après les terribles inondations qui avaient fait plus de 200 morts à Valence. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer, mais des torrents d'eau déferlent actuellement dans des communes de la région de Valence. Les autorités ont anticipé en prévenant très tôt les habitants, des habitants qui restent marqués par ces intempéries mortelles il y a 11 mois. Il y a eu un peu de panique à cause de ce qui s'est passé en 2024. Les gens ont très peur. J'ai vu que tout le monde a retiré sa voiture de la zone. Nous avons passé une nuit blanche car l'alerte était prévue vers 4 heures du matin. Mais finalement, la pluie est tombée plus tôt. Ce n'est qu'une tempête d'automne, mais c'est bien que nous prenions des précautions. Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées lors de manifestations en cours à Madagascar. D'après le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, les victimes seraient des manifestants et des passants tués par des membres des forces de sécurité.
D'autres personnes seraient mortes à la suite de pillages généralisés. Le président annonce renvoyer tout son gouvernement. 228 personnes avaient péri dans le crash du vol Rio-Paris. C'était il y a 16 ans. Le procès en appel de l'accident s'est ouvert aujourd'hui. Air France et Airbus avaient été relaxés en première instance. Un jugement injuste pour les familles des victimes qui espèrent que leur responsabilité soit cette fois reconnue. Nathalie Pérez. C'est le combat de sa vie. Sa fille Caroline avait 24 ans lorsqu'elle a disparu dans le crash du Rio-Paris. Son corps n'a jamais été retrouvé. Cette mère, comme toutes les familles de victimes, espère que ce procès en appel verra la condamnation d'Air France et d'Airbus. On ne peut pas considérer qu'en perdant 228 personnes, sans compter les dommages collatéraux, on ne peut pas considérer que ça n'a jamais eu lieu. Donc le non-lieu, c'est quelque chose qui m'écœure, tout simplement. C'est la pire catastrophe qu'ait connue la compagnie Air France. Le 1er juin 2009, 2 heures après avoir quitté Rio, le vol Air France 447 s'abîme en mer. 228 personnes meurent dans le crash. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Les boîtes noires vont révéler l'enregistrement des propos glaçants entre les 3 pilotes quelques minutes avant que l'avion décroche. J'ai plus le contrôle de l'avion, j'ai plus du tout le contrôle, on a tout tenté. Les ailes à plat ? Non, il veut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je sais pas. 10 secondes avant le crash, l'appareil est en chute libre à 180 km/h, il n'est plus qu'à 900 mètres d'altitude. On descend à fond ! Putain, on va taper, c'est pas vrai ! L'enquête va prouver que les sondes pitot, ces petites pièces métalliques situées à l'extérieur de l'avion, étaient à l'origine du crash. Le givre sur les sondes a entraîné la perte totale des données de vitesse et de pilotage automatique. Mais la justice avait considéré qu'à elle seule, cette défaillance des sondes n'expliquait pas la catastrophe, soulignant au passage que les pilotes n'étaient pas assez formés. Aujourd'hui, c'est le directeur général d'Airbus en personne qui est venu à l'audience défendre sa compagnie. Tout d'abord pour exprimer au nom de l'entreprise Airbus et en mon nom la compassion et pour les familles des victimes. Et il y a beaucoup de choses dans cet accident et il y a beaucoup de dimensions avec des griefs bien précis qui nous sont reprochés et nous contestons ces griefs. Merci. Le procès en appel devrait durer 2 mois. La deuxième semaine du procès de Cédric Jubilard a démarré par la venue d'un ancien procureur, celui qui était en charge au début de l'enquête. Les avocats de la défense ne l'ont pas ménagé. Au cœur des débats, la couette du lit conjugal la nuit de la disparition. Isabelle de Lyon et Mélior Moima. C'est un ancien procureur qui est sommé de s'expliquer devant le tribunal. Il y a 4 ans, le jour où Cédric Jubilard est mis en examen, il tient cette conférence de presse. Il relaie les informations des gendarmes, notamment sur la couette du lit de Delphine. Il trouve M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver, dans laquelle se trouve la couette du lit. La défense dénonce la propagation de fausses informations. Il obtient des informations erronées de la part des services de gendarmerie. Et ce faisant, eh bien, lui-même étant trompé par les services de gendarmerie, il trompe la France entière. Cette couette n'a jamais été dans la machine à laver. Cette machine à laver n'a jamais tourné. Quand le procureur dit ça, c'est faux. C'est tout ce que je peux dire. On ne va pas y revenir 100 fois. Ça fait 4 ans et demi qu'on l'explique. La défense critique le procureur. Vous êtes le péché originel de ce dossier. À partir de votre intervention, il a fallu qu'on rétablisse un bon nombre de vérités. Dominique Alzéari se défend. Il s'agissait d'indices. Je n'ai jamais parlé de preuves ni de charges. À l'époque, l'enquête n'est ouverte que depuis 6 mois. Elle va durer 4 ans de plus. Que, à l'époque, les indices graves et concordants aient été mal relayés ou pas par monsieur le procureur, très sincèrement, ce n'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité des charges. C'est en réalité sans intérêt, sauf celui de montrer quelle est la stratégie de monsieur Jubilard, essayer de faire des diversions, essayer de diluer le sujet. Aujourd'hui, Cédric Jubilard n'a pas du tout été interrogé. Demain, il fera face à la famille de son épouse disparue. Rachida Dati face à la justice à partir du 16 septembre 2026, soit 6 mois après les élections municipales. La ministre de la Culture démissionnaire est poursuivie pour corruption et trafic d'influence. Elle est soupçonnée d'avoir touché 900 000 € entre 2010 et 2012, de l'argent perçu de la filiale du groupe Renault-Nissan, mais sans avoir réellement travaillé selon le parquet. Elle était à l'époque avocate et eurodéputée.
Voilà pour le journal, Loïc. Merci Cécile, on vous retrouve tout à l'heure à 22h30 pour le rappel de titre. On poursuit cette soirée, édition spéciale après les discours de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou qui proposent un plan de paix pour sortir de la folie meurtrière à Gaza. Avec nous pour en parler sur ce plateau, Rina Bassiste, bonsoir. Vous êtes correspondante pour la radio israélienne Cannes et rédactrice au journal américain Al Monitor. Vous êtes ancienne diplomate israélienne. À vos côtés, Jean-Guy Watteau, coordinateur des actions de Médecins sans frontières en Palestine. Et puis Adel Bakawan, directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et Lise Vogel, notre grande reporter qui sillonne Israël et la Palestine, sera également avec nous. Adèle, vous aviez de toutes dernières informations qui sont parvenues pendant le journal de Cécile. Il y a 30 minutes, on disait encore, le Hamas dit qu'on n'a pas reçu la proposition pour l'étudier. Mais il y a 5 minutes, selon Al Jazeera, les diplomates égyptiens et qataris ont remis officiellement la proposition américaine à la délégation qui est installée à Doha. Et la réponse de la délégation, c'est que nous allons étudier, c'est très important le dernier mot, nous allons étudier cette proposition avec responsabilité. Une information, Adèle, qui est confirmée à la seconde même où je vous parle par l'AFP. Rina, donc ça, voilà, ça, le plan est en marche. Voilà, on peut donc s'attendre ou Hamas espérer ne peut que le plus Hamas dire qu'ils n'ont pas reçu la proposition. Et pourtant, cette réaction qu'on va étudier avec responsabilité, c'est plus ou moins la réaction qu'ils avaient chaque fois. Ils prenaient leur temps. Et on est en train d'étudier, on discute avec toutes les factions palestiniennes. Et voilà, il faut qu'on se mette d'accord. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va nous amener. Et tout à l'heure, il y avait un responsable de Hamas qui a dit que ce plan de Trump est complètement irréaliste. Donc, entre ça et cette réaction de Hamas, on va voir. C'est juste une phrase par rapport à ce qu'on a dit il y a à peu près 10 minutes. Le Hamas, auparavant, avait la possibilité de dire « je n'accepte pas une telle proposition parce que ça vient d'Israël ». Mais cette fois, la grande différence, c'est que cette proposition ne vient pas d'Israël. Ça vient directement de la première puissance au monde. Et donc, c'est Donald Trump, et ce n'est pas Benjamin Netanyahou, c'est Donald Trump qui dit « si vous n'acceptez pas, là, je donne l'autorisation à Benjamin Netanyahou d'aller jusqu'au bout ». Et donc, le Hamas n'a vraiment pas beaucoup de choix, là. Jean-Guy Watteau, comme vous avez travaillé à Gaza, quand on travaille à Gaza, on côtoie forcément les représentants du Hamas. Ils sont partout, sans faire de la politique fiction dans les rapports ou ce que vous savez du Hamas. Comment, effectivement, peuvent-ils ressentir cet ultimatum-là? Est-ce que l'été que vous avez passé à Gaza, vous avez senti que ce discours-là, ou cet ultimatum, peut les décider, ils peuvent l'accepter? Je ne vais pas parler de Gaza seulement, mais l'expérience de Médecins sans frontières dans le terrain en conflit montre que dans ces situations-là, ça peut aussi mal tourner. On peut avoir un fractionnement du Hamas entre une partie qui serait favorable à accepter ce plan de paix et une autre qui ne le serait pas. Encore une fois, je n'ai aucune information là-dessus. Bien sûr, non, mais on a vu ça. Au contraire, c'est votre expérience d'humanitaire sur le terrain qui en parle, et le terrain, on y est attaché, vous le savez. Tout à fait. Donc il y a ça. Et puis, cette idée finalement qu'on enlèverait le Hamas et qu'ensuite tout se passerait bien en termes de gestion de la bande de Gaza, de maintien de l'ordre, seulement avec la coupe d'un groupe qui serait dirigé par Donald Trump et Tony Blair, ça ne tient pas. On a des exemples, là encore historiques, on parlait de l'Irak, on peut parler de la Libye, où on a enlevé Kadhafi en se disant tout va bien se passer par la suite. Eh bien non, tout ne s'est pas bien passé. Et pour terminer sur l'exemple de la Libye, ce qui semble manquer, en tout cas je ne l'ai pas entendu dans ce plan de paix, c'est des engagements sérieux de reconstruction. Il ne s'agit pas simplement de reconstruire des hôpitaux, j'y suis favorable évidemment, mais l'intégralité des infrastructures à Gaza a été détruite. Les transports, l'agriculture, les moyens de production, tout ça est à terre. Et donc, y aura-t-il un engagement fort de la communauté internationale pour reconstruire Gaza? Sans ça, je pense que la paix ne va pas durer très longtemps. Et pour reprendre un autre exemple qu'on a aussi cité, Haïti, après le tremblement de terre, était l'échec de cet engagement-là de reconstruction. Et on voit le résultat aujourd'hui. Il y avait aussi, mais je vous ai vu, comme on a écouté les discours vraiment en direct, on prenait tous des notes, il était censé notamment y avoir des dispositifs, des mesures pour la propriété, pour tous ces gens qui ont perdu leur maison. Est-ce que ça va être un enjeu, Lise?
On peut penser évidemment que oui, et puis en vous écoutant, je pense aussi à autre chose, c'est-à-dire que régler, entre guillemets, le problème à Gaza, si tant est que ce soit possible dans un futur proche, ça n'est pas régler entièrement la question palestinienne et le conflit israélo-palestinien. On va y revenir parce que la proclamation de l'État de Palestine par la France et de nombreux pays, c'est tout récent, et on a l'impression que là, on est totalement passé à autre chose, et ça finira par revenir sur la table. À autre chose, et en même temps pas vraiment, parce que pour le coup, moi quand j'étais en Cisjordanie il y a quelques jours au moment de cette reconnaissance de l'État de Palestine, ce que m'ont dit, mais vraiment unanimement, tous les Palestiniens avec lesquels j'ai pu discuter, ceux qui étaient parfois très radicaux, d'autres beaucoup plus modérés, mais peu importe, ils m'ont tous dit, pour nous, il n'y a pas d'avenir et il n'y a pas d'amélioration des choses tant que les États-Unis ne s'en mêlent pas, tant que les États-Unis ne font pas pression d'une manière ou d'une autre sur Israël. Alors, ce soir, c'est un peu plus subtil que ça. On ne peut pas dire que Donald Trump fait pression réellement sur Benyamin Netanyahou, quoique. Mais en tout cas, il y a une avancée. Et il y a autre chose que m'ont dit tous les Palestiniens que j'ai rencontrés, c'est qu'ils sont exsangues, tout comme les familles d'Israéliens et notamment les familles d'otages. Mais cette population palestinienne, je l'ai vraiment sentie exsangue et la seule chose qu'elle demandait, c'était la fin de la guerre à Gaza et l'arrêt de l'expansion colonisatrice en Cisjordanie. Donc ce soir, en tout cas, concernant Gaza, il y a peut-être une légère avancée en vue. Alors, Adèle, juste un mot, et puis après, on va, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, on va retourner au hub voir Camille qui va nous détailler l'accord. Imaginons là, Israël décide unilatéralement, sans même cette proposition, d'arrêter la guerre, et l'armée israélienne se retire de la bande de Gaza. Les frontières du côté égyptien sont fermées là, toutes les frontières. Du côté israélien, on ferme les frontières. Qu'est-ce qu'on fait de cette bande de Gaza ? La reconstruction de la bande de Gaza est estimée à 53 milliards de dollars. Personne ne paye à part les pays du Golfe. Eh ben, les pays du Golfe nous disent clairement, sans exception, pour financer 53 milliards de dollars la reconstruction de la bande de Gaza, l'armée israélienne doit arrêter la guerre. D'où le Hamas doit partir. 3, il faut absolument une gouvernance que nous acceptons, nous, les pays arabes. 4, nous avons besoin d'une légitimité internationale. Alors, autrement dit, tout ce que vous dites théoriquement, franchement, je suis tout à fait d'accord. Mais pratiquement, dans la bande de Gaza, nous n'avons pas d'autre choix. La seule solution, c'est ce réengagement total de la communauté internationale. Et cet réengagement doit être factuel. Comme vous le dites, ça doit être factuel et non pas aujourd'hui on décide, demain chacun chez soi. Non, à partir de demain matin, il faut des actions factuelles, des actions concrètes. Et il ne faut pas attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, parce que si on attend 12 jours, 3 jours, une semaine, au bout d'une semaine, ça peut exploser. Alors, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, je retourne au hub retrouver Camille Novak pour le détail de ce plan, de ce projet de plan de paix à Gaza proposé par Donald Trump. Camille, vous avez compilé, si j'ose dire, toutes ces mesures, encore une fois, qui, on le rappelle sur le plateau, nécessitent l'accord du Hamas. C'est en cours. Et oui, un plan de paix qui doit conduire à la fin de la guerre dans la bande de Gaza avec premier point, un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, un retrait qui se fera étape par étape, progressif des troupes israéliennes qui sont présentes dans la bande de Gaza et un désarmement total du Hamas. Les membres du Hamas qui vont donc devoir déposer leurs armes. Tout cela est conditionné à la libération des otages. Évidemment, c'est le point majeur de ce plan, libération des otages israéliens dans les 72 heures après acceptation de l'accord par le Hamas. Dans le même temps, il y aura une libération de prisonniers palestiniens, une première vague de 250 prisonniers palestiniens qui sera faite, et cela pourra conduire par la suite à une amnistie et départ sécurisé des membres du Hamas, ceux qui auront renoncé à la violence. Évidemment, cela se fera sous condition. Ça ne concernera pas notamment les membres du Hamas qui ont participé à l'attaque du 7 octobre. Concernant l'aide humanitaire, évidemment, il y aura un retour de cette aide humanitaire dans la bande de Gaza sans ingérence des deux parties, sans ingérence ni d'Israël ni du Hamas. Elle sera gérée, cette aide humanitaire, par les organisations internationales comme les Nations Unies ou encore la Croix-Rouge. Il y aura une réhabilitation des hôpitaux et puis également une entrée du matériel nécessaire, notamment par le point de passage de Rafah, pour permettre, par exemple, aux routes de rouvrir dans la bande de Gaza. Et puis enfin, concernant la gouvernance, évidemment, c'est le grand point d'interrogation, la gouvernance de cette bande de Gaza. Ce qu'on sait, c'est qu'elle se fera, cette gouvernance,
gouvernance sans le Hamas. Il y aura une autorité de transition qui va s'assurer notamment du bon respect du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui sera composé d'un comité palestinien et également d'experts internationaux. Et puis enfin, il y aura un contrôle qui sera effectué par un Conseil de la paix, une institution qui sera dirigée par Donald Trump. Il y aura d'autres pays qui seront membres. On le sait notamment que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair sera présent, fera partie de ce Conseil de la paix. Évidemment, tout ce plan, il est désormais, on le dit et on le redit, Loïc, conditionné à l'acceptation par le Hamas, faute de quoi Donald Trump a d'ores et déjà prévenu, Israël aura tout le soutien des États-Unis. Merci beaucoup, Camille. Oui, Donald Trump qui dit que si le Hamas refuse ce plan, et ben dans ce cas-là, Donald Trump donnera sa bénédiction, entre guillemets, pour qu'Israël termine le travail. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'a dit notamment Camille Novak, sur vraiment concrètement, par exemple sur la sécurité. Donc l'armée israélienne, Tsahal, se retire petit à petit, mais ça ne se fera pas en 2 jours. Des forces de sécurité qui ne seront pas le Hamas, sans doute pas l'autorité palestinienne parce qu'elle n'en a pas les moyens logistiques et techniques. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, des soldats qataris patrouiller aux côtés de soldats israéliens pour assurer la sécurité à Gaza? Est-ce que c'est quelque chose de possible, de crédible? Depuis l'expérience irakienne, aucune puissance occidentale, aucun pays occidental est prêt pour envoyer ces armées, même pas les forces spéciales donc sur le terrain. Pas de troupes de maintien de la paix occidentale, française, britannique, américaine, ça s'exclut. On compte plutôt sur l'armée égyptienne. Lise, on compte surtout sur l'armée égyptienne. Un dernier élément, le Hamas n'est pas seul. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le Hamas. Le Hamas va étudier avec responsabilité, comme il le dit sur Al Jazeera, la proposition américaine. Et qu'est-ce qu'on fait du djihad islamique? Le djihad islamique aussi a des otages. Hein. Et il est là. Il a on en revient à ce que vous disiez, Jean-Guy Bateau, sur... oui, c'est pas un groupe homogène. Qu'est-ce qu'on fait du Front populaire? Aussi, ils ont des combattants, ils sont sur le terrain. Il y a beaucoup de groupes. Donc, la question de sécurité, pour moi, c'est l'enjeu principal, l'enjeu le plus important après la reconstruction qui se pose après le déploiement. Lise. À ce stade, en effet, ça n'est pas du tout prévu qu'il existe quelque chose comme une coalition des volontaires sur le modèle de ce que des pays occidentaux, notamment la France, ont imaginé en Ukraine. Mais après tout, pourquoi pas? On pourrait se dire que puisqu'on a vu encore récemment à l'ONU de nombreux pays occidentaux monter à la tribune et se positionner sur le sujet, pourquoi est-ce que les pays occidentaux n'essaieraient pas de faire ce qu'ils ont fait pour l'Ukraine avec cette coalition des volontaires ou avec la FINUL, par exemple, au Sud-Liban? Rina? Je ne vois pas du tout l'Europe dans cette histoire. D'abord, depuis le 7 octobre, ils disaient qu'ils ne voulaient pas. Donc pourquoi ils vont changer d'avis maintenant? Et d'ailleurs, Israël ne veut pas. Parce qu'Israël ne fait aucune confiance maintenant à l'Europe. C'est terminé. Ils ont joué cette carte de la reconnaissance de Palestine. Et il y a un prix à payer. Et le prix à payer est que pour Israël, l'Europe ne joue aucun rôle. Et même si le président Trump avait des mots, il disait... Si on parle de Tony Blair, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a reconnu la Palestine. Mais c'est le Royaume-Uni. Oui, mais le Royaume-Uni a reconnu la Palestine la veille de la France. Le Royaume-Uni a reconnu la Palestine avant la France. C'est pas pareil. D'abord, c'est pas pareil. Et je crois qu'il représente en rien le gouvernement britannique aussi. Il a une relation qui est spéciale, qui est personnelle avec Israël, avec les pays du Golfe. Donc, on ne peut pas dire que la Grande-Bretagne joue un rôle dedans, même si Tony Blair va jouer un rôle dedans. Là, c'est ce qu'Israël a dit dès le début. Vous faites ça, il y aura le prix à payer, vous êtes dehors, vous êtes hors de tout ce qui va se passer. Et là, on le voit, parce que le président Trump, il a dit des mots très gentils sur l'Occident et tout ça. Mais en réalité, quand on regarde son plan, l'Europe n'est pas dedans. De aucune façon, bien sûr, si l'Europe donne de l'argent, si l'Europe aide avec tout l'humanitaire, bien sûr, tout le monde va accepter cet argent. Mais vraiment, pour mettre en place ces plans, l'Europe est dehors. On m'a dit officieusement, Israël accepte uniquement une présence militaire des pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël. L'Égypte, la Jordanie et les pays des accords d'Abraham. Et à l'instant, Emmanuel Macron salue l'engagement de Donald Trump pour mettre fin à la guerre et libérer les otages.
Au moment où vous parlez de cette réaction d'Emmanuel Macron, je vois une dépêche concernant le fait que les médiateurs qataris et égyptiens ont remis le plan américain au Hamas. Et le Hamas dit, selon un média israélien fiable, nous examinerons la proposition dans un esprit positif et donnerons notre réponse. Dans un esprit positif. Vous nous donniez cette information-là, Adèle, tout à l'heure, mais là, on a esprit positif. Oui, on l'examinera dans un esprit positif. Le terme utilisé par Hamas, c'est al-mas'ouliya, c'est-à-dire responsabilité. On étudie, c'est la même chose. On étudie la proposition avec responsabilité, mais c'est quoi la responsabilité? C'est que vraiment, le Hamas, comme je dis tout à l'heure, n'a pas d'autre choix. Le Hamas va accepter. On ne dormira pas ce soir et on aura probablement la réponse du Hamas pour dire pour les intérêts suprêmes de notre peuple, le peuple palestinien, nous allons accepter la proposition américaine. Rina. Oui, Adèle est optimiste. J'espère que ça va passer comme ça. Mais on se souvient très bien de la stratégie de Hamas, très affinée ces derniers mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait chaque fois? Ils ont dit, bien sûr, on accepte, c'est un plan formidable, on est tout pour... Mais on a quelques petites réservations, mais on a quelques petites conditions. Mais à part de ça, on est tout à fait d'accord. Il n'y avait pas l'occupation israélienne. L'armée israélienne n'était pas dans Gaza. Là, on n'était pas jusqu'au bout. Le Hamas, c'est fini, là. Le Hamas, il sait très bien qu'il n'a plus de moyens, il n'a plus rien. Non, mais j'espère bien. Mais on a vu ces derniers mois qu'il y avait une stratégie de Hamas de répondre à cette façon, de montrer, oui, on est d'accord, nous, on est les bons, on n'est pas les méchants parce qu'on est d'accord avec tous les plans, mais on a quelques réservations, mais on a quelques conditions. Donc, on va voir de telle façon, Hamas va répondre, on peut espérer qu'ils vont dire, oui, on est d'accord, c'est fini, on y va. On peut espérer qu'il n'y aura pas ce genre de réservations, de conditions. Avant qu'on retourne à Washington, Rina, une autre question, je lisais là pendant que vous parliez, un éditorialiste israélien qui disait, ça permet aussi à Benjamin Netanyahou de gagner du temps. Parce que même si le Hamas dit « OK, on accepte le plan », le temps qu'après tout se mette en place, ça va pas se faire en quelques semaines. Hein, ça va des mois, des années. Est-ce que ça peut aussi permettre à Benjamin Netanyahou de faire une pause dans ses plans, que ce soit des plans militaires, que ce soit dans des plans politiques? Oui, d'un côté, mais de l'autre côté, au moment où c'était annoncé qu'il y aura, que ce plan va commencer dans les 72 heures, ça va commencer avec le relâchement des otages. Tout Israël maintenant attend que ça arrive. C'est urgent, c'est maintenant, on le veut aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, aujourd'hui, ce soir. Donc là, l'attente en Israël, ça sera très difficile pour lui d'essayer de gagner. Parce qu'on disait que Benjamin Netanyahou reste. Non, mais je vais vous dire quelque chose parce que je reviens à ce que Lise a dit tout à l'heure. Clairement, le président américain a mis beaucoup de pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'il accepte. Mais d'une certaine façon, il est aussi possible que Netanyahou avait besoin de cette pression, justement pour dire à sa coalition, à ses ministres de l'extrême droite, c'est pas moi, je peux pas dire non au président Trump. Et donc là, il y a aussi peut-être une stratégie de Netanyahou, justement, de trouver un point de sortie. Il avait plusieurs points de sortie comme ça. Chaque fois, il a refusé pour ses raisons personnelles et politiques intérieures et tout ça. Cette fois-ci, il n'a pas refusé. C'est peut-être le bon moment. On poursuit le décryptage de cette journée, de ces annonces potentiellement historiques à Washington. On vous retrouve justement à Washington, Franck Genozo. Franck, tout à l'heure, vous nous parliez de certains doutes, de certaines incohérences relevées par la presse américaine, mais une presse américaine, vous nous expliquez hors antenne, qui a aussi salué une forme de transparence assez inhabituelle, il faut dire, de la Maison-Blanche, qui, je crois, a envoyé quelques minutes avant le discours des présidents Trump et du Premier ministre Netanyahou, le détail du plan de paix. C'est bien ça? Alors c'est exactement ça. On a été surpris, ici, les journalistes à Washington, de recevoir quelques minutes avant cette conférence de presse l'intégralité du plan de paix proposé par Donald Trump. Et c'est vrai que cet effort de transparence au milieu des questions, des incohérences dont on a parlé tout à l'heure, Loïc, cet effort de transparence de la part de la Maison-Blanche, il est évidemment à louer. Alors on peut se dire que cet effort n'est sans doute pas innocent. Il y a, comme toujours avec le président américain, une part de stratégie avec cet envoi, avec
avec les détails rendus publics de ce plan de paix, Donald Trump dit « Voilà le plan, voilà les détails des 20 points sur lesquels nous travaillons ». Bien sûr, il y a des questions en suspens, il y a même des questions qui sont totalement éludées, à commencer par celle de la possible naissance à terme d'un État palestinien. Mais Donald Trump essaye à coup sûr de trouver un équilibre entre sa loyauté historique vis-à-vis des Israéliens et sa volonté d'apparaître en faiseur de paix. On sait qu'il vise à terme de recevoir le prix Nobel de la paix. Il ne s'en cache pas, il le dit assez régulièrement. Et en rendant ce plan public, eh bien, il y travaille, il peaufine en quelque sorte sa stature de pacificateur. Mais il engage également ses interlocuteurs en disant voilà la base commune sur laquelle nous souhaitons avancer. Et par là même, eh bien, il envoie un message très clair qui lui permettra de dire, en cas d'échec, qu'au moins il avait tout tenté. Merci Franck Genozo, notre correspondant à Washington. Lise, on a beaucoup parlé, notamment sur ce plateau, de la reconstruction potentielle future de Gaza. Alors il y a eu les dérapages de Donald Trump sur en faire une Riviera palestinienne. Voilà. Mais est-ce qu'il y a, sans aller dans ces excès-là, est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour les États-Unis je l'apprends à personne, que ce soit l'Irak, tous ces conflits-là, les États-Unis arrivent derrière avec des contractors, comme on le dit, parce qu'il y a du business à faire. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour quiconque s'engage à dire qu'il détient dans ses mains l'avenir de cette région, de la bande de Gaza et même la paix au Proche-Orient, la route est quand même un petit peu compliquée, surtout dans cette région du monde. Je ne sais pas s'il y a un intérêt concret à le faire, mais je pense aussi que le 7 octobre a tout changé. C'est-à-dire qu'on sait évidemment que le conflit israélo-palestinien dure depuis des décennies, depuis plus de 70 ans et que jusqu'ici, personne n'a vraiment trouvé la clé. Mais après le 7 octobre, on a assisté à quelque chose qui est devenu tellement polarisé des deux côtés, quelque chose qui est insoutenable pour la société israélienne. Cette attaque terroriste et meurtrière et la détention des otages depuis maintenant bientôt 2 ans. Et de l'autre côté, pour le peuple palestinien, notamment à Gaza, une situation qui est intenable. Selon les chiffres qu'on a de la part du ministère de la Santé du Hamas, c'est 65 000 morts ou plus de 65 000 morts désormais. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'est plus tenable aujourd'hui, y compris pour la communauté internationale qui ne peut pas regarder ailleurs et qui a besoin d'agir. Allez, on poursuit le débat juste après le rappel de titre avec vous, Cécile Bartoli. C'est un jour historique, affirme Donald Trump. Le président américain remercie Benjamin Netanyahou d'avoir accepté son plan en 20 points lors d'une conférence de presse commune à la Maison-Blanche. Donald Trump dit être très très proche d'un accord de paix si le Hamas l'accepte. Les médiateurs qataris et égyptiens ont remis le plan du président américain au mouvement terroriste. Emmanuel Macron salue l'engagement de Donald Trump pour mettre fin à la guerre et faire libérer les otages. Les États-Unis qui, de leur côté, sont dans le collimateur du Venezuela. Le pays vient de décréter l'état d'urgence face à une éventuelle agression du pays de Donald Trump. Les États-Unis ont déployé des navires dans la mer pour lutter contre le narcotrafic. Dans le même temps, les forces vénézuéliennes ont mené de nouveaux exercices militaires avec des systèmes anti-aériens. Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées lors de manifestations en cours à Madagascar. D'après le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, les victimes seraient des manifestants et des passants tués par des membres des forces de sécurité. D'autres personnes seraient mortes à la suite des pillages généralisés. Le président annonce renvoyer tout son gouvernement. La deuxième semaine du procès de Cédric Jubilard a démarré par la venue d'un ancien procureur, celui qui était en charge du début de l'enquête. Les avocats de la défense lui reprochent des propos qui, à l'époque, ont crucifié Cédric Jubilard. Il dénonce aussi, à leurs yeux, de nombreuses erreurs, comme d'avoir assuré qu'une couette avait été lavée le soir de la disparition de Delphine Jubilard. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Loïc. Merci Cécile. On poursuit le débat sur ces annonces potentiellement historiques à Washington avec ce plan de paix proposé par Donald Trump à Benjamin Netanyahou et donc au Hamas. Message transmis au Hamas, vous nous disiez Adèle, transmis au Hamas qui dit qu'il va l'étudier avec responsabilité. Et ce plan a donné 72 heures au Hamas pour notamment libérer tous les otages et rapatrier tous les corps des otages. Je voulais qu'on élargisse le débat, notamment avec vous, Lise, et puis aussi avec vous, Jean-Guy Watteau. Vous connaissez bien tous les territoires palestiniens. Lise, vous revenez notamment de Cisjordanie. On va voir vos images. Vous étiez sur une route parce que, bon, on parle beaucoup de Gaza ce soir.
mais tout ça va se mettre en place dans un plan de paix plus général. L'État de Palestine a été reconnu par la France, beaucoup de pays la semaine dernière. Aujourd'hui, 159 pays sur 193, je crois, reconnaissent l'État de Palestine. Mais bon, une Palestine qui, si les choses s'améliorent à Gaza, sera toujours coupée en deux. Vous étiez sur une route, Rina, on va voir vos images, vous allez nous les commenter. C'est une route qui illustre bien, j'allais dire, ce côté morcelé, ce gruyère qu'est la Cisjordanie aujourd'hui, et donc la Palestine. Oui, en effet, quand on se déplace en Cisjordanie, on se rend bien compte de la complexité des choses, parce qu'en fait, on est toujours soit derrière un mur, derrière un grillage ou derrière des barrières. Depuis le 7 octobre, il y a eu de nombreuses barrières supplémentaires et de nombreux checkpoints supplémentaires qui ont été installés. On s'est rendu dans le petit village bédouin d'Abou Nawar, c'est à l'est de Jérusalem, et c'est un village qui symbolise bien le problème, c'est-à-dire qu'il est complètement entouré par des implantations israéliennes, des colonies, certaines qui sont là de longue date, depuis des décennies, et les bédouins que nous avons rencontrés, ils sont menacés d'expropriation, notamment parce que Benyamin Netanyahou s'est rendu là-bas, à Malé Adoumim, c'est le nom de la plus grande colonie israélienne à cet endroit. Il y était le 11 septembre et il a dit qu'il n'y aurait pas d'État palestinien parce que un projet qui est décrié en Israël et assez connu, qui s'appelle le projet de la zone E1, a été entériné, c'est-à-dire que les Israéliens, en tout cas certains d'entre eux, ont pour projet d'étendre Jérusalem à cette zone, ce qui reviendrait à couper la Cisjordanie en deux et à rendre beaucoup plus difficile la circulation des Palestiniens, qui n'est déjà pas évidente régulièrement en Cisjordanie. Je vous propose qu'on écoute le chef bédouin de cette communauté. Nous vivons dans la terreur. Nous sommes installés ici depuis les années 1960, tandis que le mur de Malé Adoumim a été construit en 1980. Celui de Kidar date de 1995 et celui-là de 2000. De l'autre côté, il y a la route qui relie ces colonies. Et enfin, une base militaire israélienne. Donc, nous sommes encerclés. Voilà, donc là, on avait pu tourner avec Arancha Belderen qui m'accompagnait dans cette communauté bédouine. On a aussi été dans la ville israélienne de Malé Adoumim, qui est considérée comme une colonie illégale au regard du droit international. Mais pour le coup, toutes les personnes avec lesquelles on a discuté dans cette colonie, elles nous expliquent qu'elles ne se sentent pas, elles ne se présentent pas comme des colons. C'est une ville de 42 000 habitants qui a été installée à la fin des années 70. Et donc, on sent bien à quel point ça peut être compliqué. Ce soir, finalement, dans le discours de Donald Trump, on a assez peu parlé du peuple palestinien. On a assez peu entendu, d'ailleurs, la mention du peuple palestinien, de ses droits, de sa souveraineté. Donald Trump est rapidement revenu, si je ne me trompe pas, sur cette idée que lui, il est absolument contre cette création unilatérale, cette reconnaissance unilatérale de la part de certains pays occidentaux de l'État de Palestine. Mais ce qui est certain, c'est que quoi qu'il ressorte de ce plan de paix pour Donald Trump, rien n'est gagné, tout est à faire en Cisjordanie. Que faire de ces colons et en même temps, comment essayer de donner une souveraineté à ce peuple palestinien pour que la rancœur et la colère aussi s'amenuisent. Rina, et puis après on va continuer le débat. Sur ma question, c'était avec ce qu'on vient de voir sur Gaza, ce plan de paix. Je pense que je peux dire que tout le monde espère que ce plan de paix marche et soit accepté. Mais est-ce que, il n'y a pas en effet boomerang, là on ne parle plus de la Palestine, de l'État de Palestine, et ce problème reviendra un jour, parce que quand bien même Gaza est pacifié ou apaisé, qu'il n'y a plus de bombes, il y aura toujours une Cisjordanie un peu morcelée, un État palestinien reconnu par la majeure partie des pays du monde, mais pas par tous. Qu'est-ce que ça peut donner ? Juste, pardon, si je peux ajouter très rapidement quelque chose, il ne faut pas minimiser non plus la dimension sécuritaire pour Israël. C'est-à-dire que quand on parle de tout ce que je viens d'évoquer en Cisjordanie, il ne faut pas oublier que dans les 3 dernières semaines, il y a eu 2 attentats majeurs, un sur le pont Allenby, donc à la frontière avec la Jordanie, un autre autour de Jérusalem qui a fait plusieurs morts. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important pour la société israélienne, et je pense que Rima le confirmera, c'est-à-dire comment on gère la sécurité. Oui, je vous ramène quelques heures avant cette conférence de presse, la déclaration de président Trump, de Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ça fait maintenant quelques jours qu'il y avait plein de spéculations sur la table.
Est-ce que Benjamin Netanyahu va annoncer une annexion de toute la Cisjordanie? Est-ce que Benjamin Netanyahu va annoncer une annexion de la vallée de Jourdain? Est-ce qu'il va dire qu'Israël va appliquer la loi israélienne sur Ma'ale Adumim, sur d'autres blocs de colonies? Est-ce qu'il va annoncer, il y a plusieurs hypothèses là, et il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a accepté les plans de Trump. Donc déjà, ça, c'est un point positif parce qu'on peut dire que cette idée d'annexion, elle est plus sur la table. Ça, c'est un point positif. De l'autre côté, pour l'instant, de l'autre côté, et là, je crois, ne pas être cynique parce que je suis sûre que le président Macron, demain, il va se féliciter de sa contribution à ce qui s'est passé ce soir. Mais là, il faudra quand même que Paris se pose la question, est-ce que nous, on a aidé de ce qui va se passer dans quelques jours, ou est-ce qu'au contraire, on a mis des freins? Parce que dans cette proposition, justement, on ne parle pas de la solution des deux États. Bien sûr, il y a une horizon politique. Tout le monde espère qu'il y aura ça. Mais pour l'instant, le président Trump même a dit qu'il était contre cette reconnaissance. Et on a le sentiment, justement, M. Netanyahu aura tellement de difficultés intérieures déjà à s'expliquer avec ses partenaires d'extrême droite. Pour lui, c'est sûrement hors de question d'avancer 1 millimètre dans les discussions avec l'autorité palestinienne. Si je poursuis votre raisonnement, vous me dites si j'ai tort, mais est-ce que, Adèle, et puis justement, on en parle, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu cette idée de « OK, je lâche du lest sur Gaza », on va pacifier Gaza, et, si vous me permettez l'expression, vous ne m'embêtez pas avec ce que je vais faire sur la Cisjordanie et la colonisation. Est-ce que ça peut être un prétexte pour un rendu, Adèle? Mais non, ce n'est pas ça, parce qu'en fait, pour la première fois, je ne sais pas, certainement, vous avez lu la totalité des 21 points dans cette proposition. Le 21e point, il parle vraiment de la solution à deux États. Il nous dit, une fois le Hamas est désarmé, une fois le territoire du Gaza est démilitarisé, une fois l'autorité palestinienne réformée, comme nous avons évoqué, là, nous pouvons aborder la question de la solution à deux États. Un État palestinien, c'est dit noir sur blanc, c'est écrit. Et donc, c'est déjà un progrès énorme. Et je suis désolé de vous dire, l'initiative française, ce projet français, cette mobilisation française aux Nations Unies, à New York, en mobilisant le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Australie, etc., pour arriver à 152 pays qui reconnaissent l'État palestinien, c'est-à-dire la majorité absolue a mis vraiment une vraie pression sur Donald Trump pour changer sa position. Vous vous rendez compte, Donald Trump est passé de quoi à quoi, de quel paradigme à quel paradigme? Personnellement, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la pression. Sur la solution à deux États, de la part de Donald Trump, je suis un peu comme Lise Vogel, je ne l'ai pas entendu aussi fermement que ça. Non, c'est conditionné. C'est conditionné le 21e point. Il nous dit une fois les conditions que j'ai signalées. Une fois, on en revient à ce que je disais. Est-ce que ça ne permet pas à Benjamin Netanyahu de gagner beaucoup de temps avant qu'on y arrive? Au peuple palestinien. Lise. Là, il ne dit pas au peuple gazaoui, au peuple palestinien. Lise. Je ne veux pas dire de bêtises et il faut évidemment qu'on prenne le temps de revérifier tout ce qui a été dit ce soir et comment est-ce que ça va être reprécisé, notamment par les Américains. Mais on avait ce plan en 21 points initialement et il semble qu'une fois que le plan a été soumis aux Israéliens, le 21e point justement était sujet à controverse. Et ce soir, Donald Trump s'est plutôt focalisé sur 20 points. Est-ce que vous avez le document? Alors on va vérifier, de toute façon, évidemment, on en parlera au cours de la semaine. Si on vient de 21 points à 20 points, là, c'est... Jean-Guy Watteau, sur ce gruyère, comme on le dit, de la Cisjordanie, vous qui travaillez dans cette zone, pour Médecins sans frontières, est-ce que ça vous paraît crédible que, dans un temps raisonnable, on gère et Gaza, et puis, enfin, je veux dire, le gruyère de la Cisjordanie, il est incontournable. On ne voit pas comment s'en sortir de cela. Oui, vous avez raison déjà de signaler que les mécaniques de la colonisation se sont intensifiées en parallèle à la guerre à Gaza, y compris avec des déclarations officielles très, très inquiétantes sur le sort. Effectivement, il ne faudrait pas qu'un accord sur Gaza
laisse le champ libre à une partie du gouvernement israélien pour accélérer encore plus ce processus de colonisation. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un peu, comme Rina le sous-entendait, j'allais dire un marché de Benyamin Netanyahou pour sa coalition d'extrême droite, pour ses ministres d'extrême droite, en disant écoutez, voilà, parce que les Américains nous mettent la pression, on lâche du lest sur Gaza, on accepte le plan de paix sur Gaza. C'est pas exactement ce que je dis. Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Est-ce qu'il pourrait y avoir ça? On lâche du lest sur Gaza, j'obéis aux Américains, mais comme ça, la colonisation, on la perd un peu de vue, et puis nous, on fait nos affaires de colonisation. Jean-Guy, et puis après Rina. Oui, moi je suis qu'un observateur de la politique israélienne, je ne suis pas du tout un expert, mais effectivement, comme ça, il semblerait assez difficile de faire avaler 2 couleuvres de cette taille-là, à la fois, à une partie de la coalition au gouvernement. Rina? Non, je crois que ce que les ministres de l'extrême droite attendent, veulent, c'est pas les petites choses, c'est pas 100 maisons ici, 500 maisons là-bas. Ils veulent le gros truc. Ils veulent l'annexion du Valais du Jourdain. Ils veulent l'annexion de Malais, d'Omim, la grande ville, avec tout ce qui l'entoure. Et ça, c'est pas quelque chose, le président américain, il va pas avaler ça. Il a dit ça très clairement. Il a balayé ça de la table. Benjamin Netanyahu n'a plus le choix. Il ne peut pas faire ces grands gestes vis-à-vis son coalition d'extrême droite. Donc là, vraiment, il est coincé de ce côté-là. Pour revenir sur Donald Trump, on en a beaucoup parlé ici sur ce plateau de la présidence chaotique, de l'ego surdimensionné de Donald Trump. On l'a encore entendu tout à l'heure, où voilà, il va prendre la présidence de cette autorité de transition. Si elle voit le jour, tout est grâce à lui, il mérite le prix Nobel, etc. Mais on peut reconnaître à Donald Trump d'être celui qui peut faire bouger les lignes, ce que personne d'autre sur cette planète ne pouvait faire. On peut se souvenir des accords d'Abraham, en effet, en 2020, où je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient sceptiques quant à la capacité de Donald Trump, qui est en effet un personnage imprévisible et particulier, pour le dire sobrement, sa capacité à vraiment faire avancer les choses et peser sur la diplomatie internationale. Et sur ce point des accords d'Abraham, indéniablement, il avait remporté un franc succès. Adèle? Oui, depuis toujours, on dit de toute façon, la seule personne qui pourrait trancher, c'est Donald Trump. Ce n'est pas les pays arabes, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique latine ou l'Afrique. C'est uniquement Donald Trump qui a toutes les cartes, positivement ou négativement, pour agir sur les grandes orientations de ce qui se passe à Gaza. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, 22h44 sur France Info, on est en édition spéciale sur ce plan de paix proposé par Donald Trump avec Benjamin Netanyahou depuis la Maison-Blanche. Si le Hamas accepte, le message a été transmis au Hamas, le plan a été transmis au Hamas, tous les otages rentrent sous 72 heures, le Hamas se désarme, la zone est démilitarisée et Israël assure la sécurité à court terme. Et puis après, une administration qui n'est ni l'autorité palestinienne ni le Hamas prend le relais sous la coupe d'un organe international, d'une autorité de transition présidée par Donald Trump. Si le Hamas refuse, Israël finira le travail dans la brutalité plutôt que la douceur. C'est ce que disait Benjamin Netanyahou. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, Adèle et puis Rina et Jean-Guy, est-ce que ce soir, on peut quand même parler de quelque chose d'historique, ou en tout cas, il y a un vrai espoir? Est-ce que c'est le plus grand espoir depuis le début du conflit à Gaza? Il y a 24 heures, de quoi on parlait? On parlait de l'occupation totale de la ville de Gaza. On parlait du déploiement de l'armée israélienne dans l'ensemble de la bande de Gaza. Et on parlait, en fin de compte, aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est quoi? C'est la 3e étape du projet de Benjamin Netanyahu, c'est-à-dire annexer la totalité de la bande de Gaza. On parlait de quoi? On parlait de l'annexion de la Cisjordanie, n'est-ce pas? On était vraiment dans cette perspective-là. Et là, depuis 21h, 21h30, on parle de quoi? On parle d'un accord de paix. On parle de la fin de la guerre, on parle du retour des otages à la maison, on parle de la sécurité, de la reconstruction. Pour moi, oui, il s'agit d'un moment historique très, très important. Je ne dis pas aussi important que le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est vraiment la rupture épistémologique dans l'histoire du Moyen-Orient. Mais là, dans la trajectoire de cette guerre à Gaza, oui, c'est un moment très important, même un moment très, très complexe. Maintenant, est-ce que les acteurs engagés
dans cette perspective-là, vont vraiment, factuellement, concrètement, aller sur le terrain pour mettre en place ce plan-là ou pas. L'enjeu le plus important, c'est la sécurité. Tant que nous n'avons pas sécurisé le territoire, rien n'est possible. Justement, Jean-Guy Watteau, vous qui étiez à Gaza cet été pour Médecins sans frontières, c'est une question un petit peu évidente que je vous pose, mais les Gazaouis qui vivent dans la mort, la destruction permanente, est-ce qu'ils accepteraient facilement d'avoir, j'allais dire, une police israélienne, parce que c'est ce qui se négocie pour le début, et puis après, une administration internationale avec peut-être des Qataris, peut-être des Occidentaux, qui à la fois s'occuperaient de la sécurité, des hôpitaux, de l'immobilier, puisqu'on en a parlé. Est-ce que vous avez le sentiment, pour avoir été au contact, au plus près avec les Gazaouis, qu'ils accepteraient ça? Je disais question évidente, j'imagine que oui, mais racontez-nous. Je n'en suis pas sûr. Bon, d'abord, la police israélienne, je ne crois pas. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi l'État d'Israël prendrait ce risque en envoyant des forces de sécurité, militaires ou pas, à Gaza. Pour le reste, au-delà de la composition de ce groupe qui va imposer la sécurité à Gaza, je crois que le plus important, c'est les liens qui vont tisser avec la société palestinienne. La société palestinienne, vous le rappeliez, est une société fragmentée. Et il va donc falloir faire très attention à subvenir aux besoins sociaux, politiques, économiques de l'intégralité de la société. Oui, parce que juste, je rappelle pour nos téléspectateurs, et ça vous l'avez vu de vos propres yeux, et dans une enclave fermée comme Gaza, le Hamas administrait tout. Oui. Tout était Hamas, la sécurité, les retraites, l'éducation, oui. Tout était Hamas. Oui, donc là tout est à refaire, et il s'agit d'avoir un comportement responsable de la part de la coalition qui se mettra en place, quelle qu'en soit la composition. Pour assurer ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va marcher, mais une chose est sûre, c'est que le paternalisme ne marchera pas. Alors tout de suite, on va prendre la direction d'Israël. On va retrouver notre correspondant à Jérusalem et à Tel Aviv, Arnaud Miguet. Arnaud, on avait envie de vous demander évidemment quelles sont les réactions en Israël à ces annonces américaines, à ces annonces de Washington, et notamment quelles sont les réactions de l'extrême droite israélienne qui est au pouvoir avec Benyamin Netanyahou. Oui, c'est toute la question, Loïc, de savoir comment le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui n'était pas tout sourire lors de cette conférence de presse, qui sera de retour demain ici à Tel Aviv, va réussir à vendre cet accord en 20 points à son gouvernement et au-delà à la population israélienne. L'un des derniers points du plan va jusqu'à la reconnaissance d'un État palestinien. C'est un virage à 180 degrés pour les États-Unis. Pour l'État hébreu, forcément aussi. L'extrême droite, qui appartient au gouvernement, a déjà fustigé cette proposition américaine, parlant de défaite totale. Le simple fait que le Premier ministre appelle Doha pour s'excuser du bombardement raté contre les responsables du Hamas est considéré comme une honte par son ministre des Finances, Smotrich. L'opposition, quant à elle, offre une main tendue à Benyamin Netanyahou, saluant une occasion historique de ramener les otages. Pour Yair Golan, qui est à gauche, il se déclare prêt à entrer au gouvernement à la place des extrémistes de droite, si cela était nécessaire, pour parvenir à la réalisation de cet accord. Les familles d'otages, elles, qui comptent les jours, 724 aujourd'hui, vont compter les heures. Mais pour beaucoup d'entre elles, c'est un espoir. Une mère d'otage disait ce soir que tant qu'elle ne tiendra pas son fils dans ses bras, elle n'y croira pas. Merci Arnaud Miguet, notre correspondant à Jérusalem. Rina Bassis, juste d'un mot, la suite politique pour Benyamin Netanyahou, elle s'annonce comment pour convaincre l'extrême droite qu'il a eu raison de... Oui, d'une certaine façon. Je ne sais pas s'il aura le temps d'essayer de convaincre. On va voir. Et demain, pour l'instant, il y avait quelques petits tweets, mais pas encore une réaction officielle ni du parti de Bezalel Smotrich, ni du parti d'Itamar Ben-Gvir. Donc, on va attendre qu'il y aura vraiment une réaction officielle. Je crois que ça ne va pas tarder. Dès que Benyamin Netanyahou sera de retour en Israël. Pour vous, l'avenir politique de Netanyahou, il est incertain encore ? Il est incertain d'une certaine façon, parce que s'il quitte le gouvernement, ça risque, il va sûrement perdre sa majorité. Mais on a déjà la plupart des partis des oppositions qui ont promis, ça fait en fait des mois et même presque 2 ans qu'ils promettent à M. Netanyahou, arriver à un accord, finissez la guerre, et que tous les otages reviennent. Nous, on va faire en sorte que vous ne tomberez pas
à cause d'un tel accord. On termine cette page, on retourne à Washington avec vous, Franck Genozo. Franck, on en parlait sur ce plateau. Donald Trump, le président chaotique, imprévisible, mais qui fait avancer les choses. Est-ce que c'est comme ça que c'est reçu aux États-Unis, notamment dans la presse américaine, un Donald Trump qui arrive, en tout cas pour l'instant, à certains succès? Alors tout le monde note, Loïc, en quelque sorte une avancée, ça c'est certain, mais il n'y a pas d'optimisme béat dans la presse américaine et on note même chez certains experts une forme de décalage entre la tonalité du président américain qui a multiplié les superlatifs, il parle de jour historique pour la paix, d'un des plus grands jours de l'histoire de la civilisation, et la réalité des faits qui fait qu'il n'y a pas encore d'accord définitif pour mettre fin à cette guerre au Moyen-Orient. On retient aussi la méthode avec à la fois une main tendue, certes, mais les menaces, et notamment la menace de laisser les Israéliens gérer la situation si le Hamas ne donne pas son accord. Benjamin Netanyahou qui a notamment dit s'ils ne donnent pas leur accord, eh bien nous finirons le travail. Et puis, dernière mention, celle de la chaîne Fox News, très favorable à Donald Trump traditionnellement et qui résume la situation avec cette formule choc à destination du Hamas. Soumettez-vous ou préparez-vous à disparaître. Merci Franck, on arrive à la fin de cette page. Juste, je vous donne en direct, on vient de la recevoir à l'instant, une première réaction côté palestinien, celle du djihad islamique, donc qui n'est donc pas le Hamas, qui dit que ces accords ou ce projet à Washington est une recette pour poursuivre l'agression contre le peuple palestinien. On en revient à ce qu'on disait sur ce plateau, même au sein des Palestiniens, l'unité ne va pas forcément être évidente. Merci à tous les quatre pour ce débat et cette soirée spéciale.